avez tout ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il faut. Bonsoir à toutes et tous. Est-ce que tout le monde est bien installé? Alors on va commencer. On va introduire un petit peu la conférence pour rappeler un petit peu le contexte dans lequel on organise cette rencontre. Donc il y a 2 ans, les membres de nos mouvements Alteo et Neo décidaient de faire campagne sur la lutte contre les discriminations. Ce sujet, ils le connaissent bien. Le handicap, l'âge, la maladie sont encore aujourd'hui source d'inégalités, d'obstacles pour choisir sa propre voie. Nos membres n'ont pas voulu accuser, culpabiliser, ils n'ont pas voulu chercher la faute à qui. Ils ont plutôt ouvert les écoutilles, ouvrant les yeux sur ces autres qui vivent eux aussi des discriminations liées à une particularité, une différence liée à leur sexualité, leur origine culturelle, leur religion, leur statut social, par exemple. Ils se sont demandé comment ces communautés créées malgré elles pouvaient mettre fin à des attitudes de mépris, d'exclusion, de repli. Forts de leur expérience, ils ont émis une hypothèse, celle de la rencontre, la vraie rencontre. La rencontre qui nous sort de notre zone de confort, qui bouscule, qui fait sortir du cadre habituel, celle qui questionne nos vérités et nos principes, celle qui ramène une chose commune entre toutes, notre humanité. Car finalement, après 15 rencontres à travers la Wallonie et Bruxelles, la réponse fut simple et unanime, rencontrer la diversité, l'accueillir, lui dire oui tout simplement, qui est le slogan de notre campagne, diminue bel et bien les comportements discriminants. En effet, les centaines de participants en ont eux-mêmes témoigné. La rencontre atténue les préjugés, les peurs, décloisonne les cases dans lesquelles nous sommes parfois enfermés, permet de découvrir ce qui nous unit, nous réunit. Pourtant, aller vers des gens différents de soi n'est pas naturel. La société cloisonne souvent, oppose les minorités entre elles, fait jouer la concurrence. Je profite de la présence de M. Charlier pour citer Ounia dans son rapport annuel 2017 qui disait « Le discours relatif à la diversité, en particulier aux personnes d'origines étrangères, se durcit. Il devient difficile aujourd'hui d'aborder des thèmes tels que l'inclusion, l'égalité, la neutralité, sans recevoir des réactions issues de registres identitaires. Mais quand la rencontre, la vraie, s'accomplit, elle transforme durablement et positivement notre vision de la différence. Pour cela, il faut la susciter, la motiver et l'accompagner. Alors, nos mouvements ont souhaité aller plus loin. Rencontrer des acteurs qui ont fait le choix conscient et délibéré de la rencontre, qui ont dit oui à la diversité et peuvent aujourd'hui témoigner des effets positifs, des résultats durables, mais aussi du chemin à parcourir pour faire évoluer notre société. Nous les avons choisis parce qu'ils nous inspirent, et on aimerait aujourd'hui qu'ils vous inspirent à votre tour. Eux qui chaque jour, eux qui sont là, et il y en a aussi dans la salle, bien entendu, créent la rencontre, l'accompagnent et travaillent à une société plus égalitaire. Nous avons le grand plaisir d'entendre aujourd'hui Anne-Catherine Denève, administratrice de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés pour le Brabant wallon. Elle-même famille hébergeuse, elle accompagne les autres familles. La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés veille chaque jour depuis 3 ans à l'accueil de ceux qui fuient la guerre, le chaos, les crises qui minent leur pays et pousse également monsieur et madame tout le monde depuis 2 ans à ouvrir leurs portes pour les protéger. Nous accueillons aussi Oliviero Aseglio, porte-parole de la Rainbow House. La Rainbow House est une plateforme d'associations LGBTQI. Il vous expliquera ce que ça veut dire exactement. Espace d'info, d'accueil, de rencontres, mais aussi de militance en défendant les droits, parce qu'il y en a beaucoup, de la communauté LGBTQI. Oliviero nous parlera de la diversité, de l'importance de la rencontre pour déconstruire les préjugés, ainsi que de la convergence des luttes, car vous le verrez, défendre les uns, c'est souvent défendre les autres. Enfin, Patrick Charlier, en tant que directeur d'Ounia, garant du respect et de l'évolution positive de la loi antidiscrimination, apportera son éclairage sur notre société, sur l'état de la diversité dans notre pays, les bonnes pratiques et le chemin à parcourir pour promouvoir celle-ci. Nous les remercions vivement de nous accorder de leur temps. Nous remercions également la ferme du Biérot pour leur accueil, ainsi que la Mutualité chrétienne pour son soutien, et en particulier nos collègues de la Mutualité du Brabant wallon. Enfin, nous vous invitons, vous, ici tous réunis, à être acteurs de la rencontre qui se joue ce soir en entamant la discussion avec nos invités.
Après leur intervention, chacun pourra prendre la parole. Nous vous passerons le micro pour pouvoir échanger avec eux. Sachez que la soirée est enregistrée en podcast. Nous vous la renverrons grâce aux adresses e-mail que vous nous avez laissées. Et il sera également disponible sur notre page Facebook. La diversité, c'est oui tout simplement. Je regarde mon collègue parce que je ne suis pas sûre que ce soit le nom exact, mais c'est l'inverse. Tout simplement oui. Voilà, désolée. Merci beaucoup pour votre présence. Belle soirée à toutes et tous et surtout de belles rencontres. Je vous en prie. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Voilà. Bonjour. Donc, je m'appelle Olivier, comme Iman m'a présenté. Je ne sais pas si vous connaissez la Rainbow House. Je ne crois pas. La Rainbow House a été créée en 2001 et c'est une association qui lutte pour le droit des personnes LGBTQI. Les personnes LGBTQI, c'est les personnes lesbiennes, bisexuelles, gays, transgenres, queer et intersexuées. Gros silence. Mais donc, les personnes lesbiennes et gays, à mon avis, vous avez une idée de ce que c'est. J'espère que vous en connaissez. Les personnes bisexuelles existent bel et bien et sont vraiment sous-représentées dans ce mouvement-là. Donc, c'est important qu'on les mette en valeur. Et les personnes transgenres sont des personnes qui ont changé de genre dans leur vie, c'est-à-dire qui ont évolué dans leur genre, qui sont passées de femme à homme, de homme à femme, ou bien qui sont dans une fluidité dans ce genre-là, donc non-binarité, donc pas forcément homme, pas forcément femme, ou bien qui évoluent dans leur vie. Et les personnes queer, c'est un terme anglais, américain même, qui veut dire bizarre, chelou, plutôt bizarre, en anglais. Et donc c'est une insulte, en fait, qui a été récupérée par notre mouvement, par le mouvement LGBTQI en général, pour dire que ces personnes-là sont bizarres, mais on aime bien être bizarre. Ça ne nous dérange pas d'être bizarre, ça ne nous dérange pas d'être hors de la norme, des normes hétérosexuelles et des normes cisnormatives, c'est-à-dire des normes qui bloquent les gens dans leur genre masculin ou féminin. Et puis les personnes intersexuées, c'est les personnes qui... comment expliquer ça sur Terre, les êtres humains sont séparés entre mâles et femelles, XY, XX. En vérité, il y a beaucoup plus de possibilités de chromosomes. Il y a des XXY, XYX. Il y a plein de 48 en fait, formes d'intersexuation, donc différentes manières biologiquement d'être constituées. Et les personnes intersexuées, c'est les personnes qui sont dans cette intersection. Ça veut dire que physiquement, ça va se manifester parfois oui, parfois pas, par une forme d'intersexuation, donc un corps qui ne correspond pas à la norme attendue. Par exemple, on parlait avant de personnes hermaphrodites. Peut-être ça vous parle, mais c'est un terme qui est plutôt réservé aux escargots aujourd'hui. Et en plus, c'est les problèmes. Les hermaphrodites en plus peuvent se reproduire en eux-mêmes sans changer. Donc pas les personnes intersexuées malheureusement. Donc du coup, ça correspond pas exactement. Voilà. Mais donc ces publics-là, c'est des personnes qui sont extrêmement diversifiées les uns des autres. On travaille avec des personnes d'âge très différents, d'origine très différentes, de classes sociales très différentes, de degrés de militantisme très différents. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on collabore parce que ces personnes, on fait comme l'Union européenne, des pays qui s'associent mais qui n'ont rien à voir entre eux, et ça ne marche pas toujours, ça ne marche pas toujours non plus chez nous, mais donc c'est des personnes très différentes qui s'associent pour œuvrer ensemble contre les discriminations. Les discriminations que ces personnes-là subissent, elles sont en général les mêmes, c'est-à-dire le patriarcat, donc la manière figée d'avoir l'homme au-dessus de tout et d'imposer la vision masculine au reste de la société comme forme neutre de société, ce qui n'est pas le cas, et le fait qu'il y ait une hétéronormativité, donc ça veut dire que tout le monde est considéré comme hétérosexuel de base, ou bien tout le monde est considéré comme cisgenre de base. Cisgenre, c'est l'inverse de transgenre, c'est-à-dire qui n'a pas évolué sur son genre. Donc, par exemple, anecdote, moi je suis marié avec un ressortissant marocain, et quand il a pu ouvrir son premier compte en banque, quand il a été régularisé en Belgique, on a été à la banque chez BNP Paribas, pour ne pas la citer, à Bruxelles, et on est arrivés tous les deux avec notre bague au doigt, dans la salle, dans le bureau dans lequel il pouvait ouvrir son compte en banque, et le banquier a regardé, a vu dans la fiche sur l'ordinateur qu'il était marié, a dit « Ah, vous êtes marié ?» Oui, il dit « Oui. Ah, vous pouvez ouvrir un compte commun ?» Alors du coup, on s'est regardé « Bah oui, pourquoi pas un compte commun ?» Et puis il a dit « Mais il va falloir que votre épouse soit présente, par contre... » Et j'ai dit « Bah elle est présente. » Du coup, il était un peu mal à l'aise. J'ai dit « Bon, là, c'est moi l'épouse, bonjour. » Et voilà, je suis en fait son époux, et voilà, il arrive que des hommes soient mariés, et ça fait... Depuis 2003, en Belgique, c'est le deuxième pays du monde à proposer le mariage pour les personnes de même genre. Du coup, il faut quand même s'y habituer, ça fait 15 ans. Et donc, du coup, les personnes ne sont pas de base hétérosexuelles, il y a plein de possibilités sur Terre. Et quand vous analysez la pratique sexuelle des gens dans l'intimité, en vérité, beaucoup de gens ont des pratiques homosexuelles ou bisexuelles.
Donc, du coup, ça, c'est un peu les personnes avec qui on travaille. Comment dire, le terrain sur lequel on travaille à Bruxelles est particulier, parce que Bruxelles, c'est la ville la plus jeune de Belgique, donc la population est la plus jeune. C'est la population la plus diversifiée de Belgique et même d'Europe. Donc, il y a 62% des Bruxellois qui sont d'origine étrangère. C'est 3 fois plus qu'à Paris, et c'est 2 fois plus qu'à New York. Et il y a 25% des Bruxellois qui sont musulmans de confession, de culture ou d'origine. Donc ça veut dire que toute une partie de la population est de confession musulmane. C'est aussi la capitale la plus musulmane d'Europe. Et il y a également des personnes très très riches et très très pauvres. Vous avez la Saint-Josse à Bruxelles, qui est une des communes les plus pauvres de Belgique. Vous avez Uccle, qui est une des communes les plus riches de Belgique. Donc vous avez des distensions incroyables entre les populations. Vous avez en plus de ça une immigration LGBTQI+, très importante à Bruxelles, parce que les gens savent que c'est une ville et un pays qui est ouvert sur ces questions-là. Donc vous avez des personnes qui viennent d'Europe, par exemple, de Roumanie, de Bulgarie, d'Hongrie, même d'Italie, pour pouvoir vivre une vie un peu plus sympathique en tant qu'LGBTQI+. Vous avez également des personnes qui demandent asile, ça on va en parler plus tard parce que c'est mon travail personnellement. Et vous avez des personnes qui font ce qu'on appelle l'exode rural, donc qui quittent les campagnes de Louvain-la-Neuve pour venir vivre à Bruxelles. Mais, bon, Louvain-la-Neuve, c'est pas la pire situation, mais voilà, il y a des personnes qui vivent en campagne et c'est pas toujours hyper facile pour elles parce qu'elles sont très visibles, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de communautés similaires, donc elles peuvent pas beaucoup se retrouver entre elles et rencontrer d'autres personnes et être comprises. Donc elles vont à Bruxelles où il y a une vie beaucoup plus foisonnante sur ces questions-là et des associations comme nous. En Belgique, il y a 20 minutes, hein, c'est ça. Ouais. En Belgique, il y a 3 coupoles différentes. Il y a Arc-en-Ciel Wallonie qui me fascine, Arc-en-Ciel Wallonie qui s'occupe de la Wallonie, il y a Savaria qui s'occupe de la Flandre, et nous, Rainbow House, on s'occupe de la région Bruxelles-Capitale. Donc d'environ 1 500 000 personnes. Et donc dans cette population-là, il y a toutes ces diversités dont je vous parlais. Le projet, enfin d'abord la Rainbow House, pour qu'on sache un peu ce que c'est 3 choses différentes. C'est d'abord une coupole, donc il y a 58 associations uniquement sur Bruxelles qui travaillent sur le public, jeunes, vieux, néerlandophones, francophones, anglophones, arabophones, etc. Il y a un bar associatif qui est tenu par des bénévoles uniquement, donc il n'y a pas d'employés qui travaillent dans ce bar, on se relaie dans ce bar, moi pas spécialement, mais les bénévoles. Parfois, je tiens un petit peu le bar. Et il y a au-dessus l'association dans laquelle on travaille, et on est 6 personnes, 6 employés. Dans ces 6 employés, il est important de préciser qu'il y a 4 femmes, il y a une personne transgenre, il y a 2 personnes bisexuelles, il y a une femme noire, une femme nord-africaine, et il y a un homme blanc, c'est moi, et une femme hétéro, parce qu'on n'est pas sectaire non plus. Et donc, dans cette population-là, ce qui est important, c'est important de dire ça parce que ces personnes-là sont pas, parce qu'on parle de diversité, la première chose pour intégrer la diversité, c'est de la faire travailler. Et donc, en général, nous, notre patronne est une femme noire, par exemple. C'est la première fois que ça arrive en Belgique en 2018 au sein d'une association LGBT, QI+. Et donc, du coup, c'est un peu important quand même de se rendre compte qu'on parle beaucoup de diversité, on adore se faire mousser sur la diversité, mais en vérité, on ne donne pas beaucoup de travail aux personnes issues de la diversité, particulièrement certaines personnes comme les personnes originaires de Nord-Afrique ou les personnes originaires du monde arabe ou les personnes noires. Et donc, il y a un grand déficit d'intégration de ces personnes-là dans le travail par l'emploi et surtout par les zones de pouvoir et de responsabilité dans l'emploi. Donc nous, à la Rainbow House, on a essayé d'aller contre ça. Ce n'est pas moi qui ai embauché ces gens, ce n'est pas mon mérite, mais en tout cas, la Rainbow House est dans ce mouvement-là. Et donc, on a aussi des populations autant diversifiées dans le public que dans l'équipe, ce qui est super important parce qu'on ne peut pas se permettre de parler au nom de tout le monde quand on n'est pas nous-mêmes concernés. Notre travail consiste en plein de choses, plein de campagnes, plein de formations. On fait beaucoup de formations avec UNIA d'ailleurs. Ça se passe toujours très bien. Non, c'est vrai. Et voilà, on fait aussi des formations pour la police avec UNIA par exemple, donc pour les agents de police. Il y a beaucoup de travail. Et les agents de police, donc, pour les former à la lutte contre l'homophobie, la transphobie, donc le fait de rejeter les personnes trans, etc. Et aussi un petit peu sur la lutte contre le racisme. Pour le féminisme, on s'est quand même retrouvé donc, à marcher de nouveau le dimanche dernier pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous vous rendez compte quand même qu'en 2018, on a encore besoin de marcher pour que les femmes ne se fassent pas tabasser dans ce pays. Donc on n'est quand même pas super avancé dans ces questions-là. Et donc voilà, c'est toujours super nécessaire qu'on se retrouve et qu'on marche. Mais donc du coup, voilà, la police doit être aussi formée à mieux recevoir ce genre de public, à mieux recevoir ce genre de plainte et à pouvoir déceler qu'une agression a été homophobe, qu'une agression a été transphobe ou sexiste ou raciste, puisque c'est en Belgique une circonstance aggravante dans la plainte, quoi.
Il y a ça, donc c'est les formations pour la police, les formations pour les publics qui travaillent avec les demandeurs et demandeuses d'asile. On a fait ça au hub humanitaire avec des personnes de Médecins du Monde et des personnes de la plateforme. On fait une journée, par exemple 2 journées de journées d'études et de formation le 17 et le 18 décembre avec pas mal de populations différentes, des avocats, des médecins, des personnes qui travaillent en contact avec des demandeurs d'asile. Alors pourquoi cette question de demandeurs d'asile est importante? Parce que en 2018, il y a environ 1200 personnes par an qui demandent asile en Belgique pour motif d'homosexualité, de transidentité ou de bisexualité ou d'intersexuation. Vous savez, les 48 l'intersexuation. Et donc, du coup, c'est un motif pour avoir l'asile. Ça veut dire que ces personnes, elles quittent leur pays parce qu'elles sont persécutées, et pas gentiment persécutées pour ces questions-là. Il y a 77 pays qui condamnent l'homosexualité. Il y a 18 pays environ qui pratiquent la peine de mort. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas devant vous si j'étais né dans ces pays-là. Donc, on m'aurait assassiné parce que je suis homosexuel. Et il y a des personnes qui, voilà, sont menacées de prison, sont menacées de justice populaire, c'est-à-dire que la population va régler leur compte. Et ces personnes-là donc, essayent d'accéder au territoire européen, ce qui est très dangereux et très difficile, pour pouvoir demander asile. Quand elles arrivent en Belgique, on les prend en charge, nous. On leur trouve des logements de temps en temps, mais ce n'est pas notre travail, c'est plutôt le travail de la plateforme. Mais donc, on essaie de collaborer avec eux à Bruxelles, on essaie de trouver un avocat convenable pour eux, on essaie de trouver des manières de les aider dans la compréhension du nouveau pays dans lequel ils sont, parce que c'est assez compliqué. Ils ne parlent pas souvent le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, ni l'anglais. Et puis, ben voilà, on les accompagne dans toute la procédure d'asile qui est très compliquée et sur laquelle il y a beaucoup de désinformation. Donc, ça veut dire que les gens ne sont pas au courant de leurs droits et ne savent pas qu'ils peuvent demander asile, et ne savent pas comment demander asile, et ne savent pas les questions qu'on va leur poser. Donc moi, si vous voulez, je fais un peu un rôle de coach. Je les vois dans mon bureau, on parle pendant 1 heure ou 2 plusieurs fois, et je les prépare à leur entretien pour qu'ils réussissent leur entretien, et pour qu'ils sachent au mieux expliquer leur histoire à la personne du CGRA. Le CGRA, c'est ceux qui disent oui ou non à la demande d'asile. La personne du CGRA qui va les recevoir. Donc ça, c'est une partie très importante de notre travail. On collabore aussi avec différentes associations comme Merhaba, Omnia et Waimi, qui sont 3 associations communautaires, c'est-à-dire pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, pour les personnes originaires du monde arabo-musulman, vite dit, parce que tout le monde n'est pas arabe et tout le monde n'est pas musulman dans cette région du monde, et des personnes qui sont issues de l'immigration générale à Bruxelles, comme je vous ai dit, il y en a énormément. Donc ce qui est très important pour nous, c'est de prendre en compte cette population-là et de ne pas faire en sorte que la lutte pour les droits et les diversités sexuelles et de genre ne soit pas quelque chose réservé aux blancs riches, athées, bourgeois, informés, éduqués, etc. Donc toute cette population-là, elle existe. Il y a aussi des personnes qui sont travailleurs et travailleuses du sexe, des personnes qui sont séropositives, donc des personnes qui ont une assuétude à la drogue. Donc voilà, je vous dresse un tableau un peu sinistre, mais voilà, les situations, ces populations avec qui on travaille en général, qui sont voilà, très fragilisées, souvent très rejetés par leur propre famille ou par leur propre environnement, et qui viennent de pays où il est complètement impossible de parler de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, et donc du coup ont emmagasiné cette idée qu'on ne peut pas parler de ça, et sur qui il faut faire un travail qui dure des années pour qu'ils puissent enfin s'exprimer, enfin savoir qu'en Belgique ils ont des droits, même s'ils ne sont pas toujours respectés, et qu'en Belgique ils ont la possibilité d'être eux-mêmes. Quand vous ouvrez une cage où il y a un oiseau qui est enfermé depuis 10 ans, s'il vit 10 ans, et c'est un oiseau vachement résistant, on va dire 5 ans, et ben quand on ouvre la cage, l'oiseau ne sort pas tout de suite parce que l'oiseau ne sait pas qu'il est libre et ne sait pas comment on sort et n'est pas habitué. Et ben eux, c'est la même chose, ils ne savent pas comment on fait pour sortir des carcans dans lesquels ils ont grandi. Et ces formules qu'on leur a répétées toute leur vie, comme quoi ils étaient une malédiction, comme quoi ils étaient le diable, comme quoi ils étaient une sorcellerie et comme quoi ils ne méritaient pas de vivre. Donc du coup, voilà, on essaie de les convaincre qu'ils méritent de vivre et on travaille avec eux sur beaucoup de choses. On fait des groupes avec eux, des réunions, des groupes de parole où ils communiquent dans leur langue, avec leur religion, sur leur région d'origine, etc. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des conférences, toutes sortes de conférences comme celle-ci, sur différents sujets. Par exemple, j'ai fait une conférence l'année dernière sur les luttes afrodescendantes, c'est-à-dire l'afroféminisme, donc le féminisme pour les personnes noires, pour les femmes noires, le racisme anti-noir et le droit des LGBTQI+, noirs. En Belgique, donc, les personnes noires ont toujours très très peu droit, comme je vous l'ai dit, au travail, à l'emploi, au logement, à la justice, et à l'école et au même traitement que les autres, même si elles sont tolérées, bien aimées, etc. Il y a toujours un déficit de ce côté-là. Il y a aussi des formations qui s'appellent All Genders Welcome, qu'on fait dans les communes de Bruxelles. Donc les communes de Bruxelles, il y en a 19, on fait je crois 15 communes. On fait aussi les CPAS, les
OIP, organisme d'utilité, je ne sais plus comment ça veut dire OIP, d'intérêt public, genre SNCB, je ne sais pas. Je sais pas moi qui fais ça. Mais donc, c'est des formations et dans lesquelles on intègre un peu l'interculturalité, c'est-à-dire le fait que Bruxelles soit une ville extrêmement multiculturelle, multiethnique. On a lancé un projet, j'ai lancé un appel à projet il y a quelques semaines, je ne sais pas encore quels seront les résultats, pour faire des formations dans tous les centres de réfugiés de Belgique, il y en a 60 en Belgique, du réseau Fait d'Asile, Croix-Rouge, etc. Donc on va aller voir à la fois les résidents, qui viennent d'arriver. C'est un mélange incroyable. C'est des tours de Babel incroyables, ces centres de réfugiés. Ça veut dire qu'il y a des centres comme le Petit Château à Isère, à Bruxelles, où il y a plus de 700 personnes. Des gens complètement d'origines différentes, qui ne s'entendent pas forcément. Et puis vous retrouvez des personnes homosexuelles, par exemple syriennes, qui ont fui la Syrie parce qu'elles étaient homosexuelles, et qui se retrouvent dans une chambre avec 6 Syriens hétérosexuels. Donc évidemment, ça ne se passe pas toujours super bien. Donc on va aller dans ces centres pour former la population, et puis pour former les travailleurs sociaux qui sont complètement démunis sur ces questions-là, et qui nous envoient souvent des gens un peu désespérés. J'ai quelqu'un d'homosexuel dans mon centre, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas, vous lui donnez à manger comme aux autres. Donc du coup, on va les recevoir, voilà, pour expliquer un peu comment ça se passe et quelles sont les spécificités de ce public-là et pourquoi ils ne parlent pas facilement et pourquoi ils sont assez fermés. Il y a aussi des gens qui ne sont pas fermés, ça dépend complètement des classes sociales, c'est super important de préciser ça. Parce que je n'ai pas non plus donné une image comme quoi l'Europe est le paradis des personnes LGBTQI+, et que le reste du monde est systématiquement hostile. Ça dépend de vos classes sociales, ça dépend de votre famille, ça dépend de votre degré de religiosité. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, en général, ça ne se passe pas super bien dans le monde. Et on a des raisons de penser que ça ne va pas s'améliorer prochainement. Du coup, voilà, cet afflux de personnes, enfin afflux c'est un grand mot, parce que 1200 personnes par an, c'est pas non plus que la cata, mais bon, il y a beaucoup de personnes et on est la seule association à faire ça, donc on a beaucoup de travail. Sinon, on travaille avec la fondation Jarfi. Je ne sais pas si vous connaissez la fondation Jarfi. Patrick Charlier connaît bien la fondation Jarfi. C'est donc Ihsan Jarfi, c'est un garçon belgo-marocain qui a été assassiné en 2012 à Liège. Enfin, il a été kidnappé à Liège, il a été torturé pendant 8 heures et on a retrouvé son corps à Nandrin. Donc, il a été assassiné parce qu'il était homosexuel. Son papa, Hassan Jarfi, est un homme très important dans le culte musulman en Belgique, de l'exécutif musulman de Belgique. Et donc, il a voulu enterrer son fils selon le rite musulman, ce qui était très compliqué à Liège à l'époque, en 2012. Et donc, il a décidé de créer une fondation qui s'appelle la Fondation Jarfi, qui travaille contre l'islamophobie et contre l'homophobie. Et là, je voudrais quand même un tout petit peu m'arrêter sur cette question-là, parce qu'on a un traitement médiatique en Belgique, c'est quand même pas la situation française, mais quand même en Belgique, très très en opposition entre la communauté musulmane qui n'existe pas et la communauté LGBTQI+, qui n'existe pas non plus. C'est-à-dire essayer de faire deux groupes de population et de faire semblant qu'il y en a une qui est dangereuse pour l'autre. Or, en réalité, à Bruxelles, avec les personnes à qui on travaille, il y a beaucoup de personnes de confession musulmane qui sont homosexuelles, transgenres, bisexuelles, etc. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes musulmanes qui n'ont aucun souci avec ça, avec qui on travaille quotidiennement. Donc en fait, il y a une espèce de dichotomie qui n'existe pas avec le dangereux musulman qui vient retirer les droits aux pauvres petits homosexuels qui est en danger. Et donc on travaille aussi avec la foire musulmane de Bruxelles, par exemple, avec la Fondation Jarfi, avec différentes écoles à Molenbeek, à Anderlecht, où la majorité des élèves sont de confession ou de culture musulmane, pour pouvoir créer des ponts, justement le principe de cette soirée, entre diverses communautés que compose l'incroyable monde bruxellois. Et donc, on a des très bons résultats là-dessus. Et il y a vraiment c'est vraiment une ville assez pacifiée sur ces questions-là, Bruxelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est plutôt une question de précarité qu'une question d'islam, ou etc., qui va pousser parfois aux agressions. Dans les études sociologiques, c'est ça qu'on voit. Et donc, du coup, voilà, on essaie de rallier ces communautés-là, qui sont deux communautés qui sont principalement les immigrés aussi en général, mais plutôt les réfugiés aussi, mais qui sont en général mises en opposition médiatiquement, alors que l'opposition est complètement fantasmée. Donc, nous, c'est pour ça qu'on essaie aussi de le répéter le plus possible. Sinon, voilà, on travaille avec toute personne qui veut avoir des conseils, qui a un problème dans son école, qui a un problème dans son hôpital. On va dans des centres culturels, on va dans pas nous, mais l'association telle qu'elle va dans des homes. Parce qu'il y a des personnes homosexuelles ou trans qui ont 80 ans, qui ont 90 ans, et qui vont vivre dans un home, et qui se retrouvent avec une population qui n'a pas été habituée à ces questions-là et qui n'est pas forcément toujours hyper open avec eux, hyper ouverte d'esprit. Et donc, du coup, il y a aussi ce travail-là qui doit être fait. Donc, il y a des homes qui ont le tag LGBT friendly. Il va bientôt y avoir des écoles qui vont avoir ça aussi. Donc, la situation n'est pas catastrophique en Belgique.
La plateforme d'hébergement citoyen, on a une preuve, c'est-à-dire que c'est une initiative qui est unique au monde, en fait. UNIA, on en a aussi une preuve, parce que l'équivalent français, qui est le défenseur des droits. Donc, en fait, c'est une obligation, pas sucrée ta partie, mais c'est une... C'est une obligation européenne de faire un institut pour l'égalité des chances dans chaque pays européen. Et la Belgique s'est vraiment dépassée. Elle a pris beaucoup d'employés. Elle a 19 critères de discrimination. Donc la Belgique est vraiment à la pointe sur ces questions-là. Elle est aussi à la pointe sur l'arsenal législatif pour défendre les personnes LGBTQI+. Mais il y a toujours un grand problème dans la population, particulièrement dans la population, dans la rue, dans les problèmes dans la rue, comme les femmes subissent du harcèlement sexuel, les personnes LGBTQI+, subissent beaucoup d'agressions, d'intimidations, d'insultes dans la rue. Et il y a toujours un grand problème, un grand déficit de formation dans les écoles et dans les universités en Belgique. C'est-à-dire que moi, j'ai été à l'école à Namur et j'ai jamais entendu parler d'homosexualité à Namur. Et c'est assez difficile quand vous êtes un enfant homosexuel de ne pas savoir que d'autres gens comme vous, et de ne pas savoir que vous avez la possibilité d'un jour vivre pleinement votre vie sans ennuyer personne et sans que personne ne vous ennuie. Et donc, en fait, voilà, on n'a pas précisé que ça existait à l'école. Et donc, c'est très important de former les enseignants et que les enfants entendent que tout le monde n'est pas hétérosexuel et que tout le monde n'est pas blanc et que tout le monde n'est pas cisgenre et que tout le monde n'est pas valide, etc. Je sais... Peut-être une question. Oui. Quand votre organisation va à la rencontre de tous les publics que tu cites, qu'il faut sensibiliser, expliquer un peu l'impact que ça peut avoir. Alors, comment est-ce qu'ils réagissent? Tu vois, quand vous partez en sensibilisation, en formation, ce genre de trucs, quel est l'impact après que vous pouvez sentir chez les publics que vous touchez, Bon, les élèves, les policiers En général, les gens réagissent bien, peut-être parce qu'on est là devant eux. Nous, on essaie d'utiliser le témoignage, comme j'ai fait un petit peu, et la théorie en même temps. Ça veut dire que comme ça, il y a des gens qui n'ont jamais vu d'homosexuel en vrai. Si c'est votre cas, je suis enchanté de vous rencontrer. Mais les personnes, par exemple, des personnes transgenres, il y a plein de gens qui ont jamais vu de personnes transgenres dans leur vie. Je ne sais pas si ceux qui ont déjà vu une personne transgenre lèvent la main. Non, et donc, du coup, c'est très bien aussi d'aller les rencontrer et de dire regardez, voilà, on existe, on n'est pas dangereux, vous pouvez toucher, et il ne va rien se passer. Et donc, voilà, donc on utilise aussi notre expérience personnelle pour montrer qu'on est des êtres humains, des citoyens comme les autres qui payent nos impôts, qui payons beaucoup d'impôts même, et qui sont tout à fait voilà, respectables, et que voilà, cette idée aussi de dégénérescence, une vieille idée de la fin du XIXe siècle qui est restée très très présente dans l'esprit des gens, la dégénérescence de comportement des personnes LGBTQI+, alors qu'elles ont des comportements, il y a des gens qui sont très 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 coincés, des gens qui sont très 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 ouverts, des gens très très différents, mais ils ont des comportements exactement comme vous et moi, plutôt comme moi que vous, mais non. Et donc voilà, les répercussions qu'il y a chez eux, c'est d'abord de la méfiance. Il y a des personnes, par exemple, si on prend le cas des jeunes musulmans de Molenbeek, qui sont surtout des jeunes belges, mais qui sont de confession musulmane, et qui sont des mélanges assez originaux de bruxellois, marocains, etc., qui sont en fait une espèce de mélange unique en son genre, il y a une recrudescence assez importante chez les jeunes de la religiosité, qui est un mouvement identitaire important parce qu'il y a eu beaucoup d'humiliation de leurs parents et de leurs grands frères et grandes sœurs. Donc maintenant, ils essaient de retrouver une espèce de fierté et essaient de retrouver des bases et de se créer une identité valable. Et cette identité-là, elle passe souvent par l'islam, pas forcément, mais elle passe souvent par l'islam. Et donc ces jeunes-là, ils connaissent très bien le Coran et ils sortent des sourates du Coran. Si vous connaissez un peu le Coran, c'est la sourate de Lot qui parle du peuple qui aurait commis des viols homosexuels, etc. C'est une sourate qui peut être réinterprétée de plein de manières différentes, mais bon, c'est pas une sourate, c'est un passage. Et donc, eux parlent de ça comme quoi c'est une abomination, etc. Et alors, ils sont assez drôles parce qu'ils connaissent hyper bien le Coran, mais dès qu'on les confronte à l'application du Coran dans leur vie quotidienne, ça devient un peu plus compliqué, parce que le Coran ne dit rien sur l'iPhone, malheureusement, ou ne dit rien sur la consommation. Enfin, la consommation d'alcool n'est pas précisée comme ça, et du coup, en fait, on se rend compte qu'ils ont déjà bu une bière, et donc ils sont un petit peu en train aussi de contourner ce texte, et donc on leur dit, voilà, nous aussi, on contourne peut-être le texte, mais on a le droit de vivre, et puis on est en 2018, etc. Et donc, en fait, l'échange se crée comme ça. Il y a ma collègue Omaïma, qui est elle-même nord-africaine, maghrébine, marocaine, et qui a 26 ans, je crois, et qui vient de ces quartiers-là, et qui est extrêmement pédagogue. Et la rencontre, il se rend compte que c'est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un comme eux, et qui vient des mêmes endroits, qui a subi les mêmes humiliations, qui a eu autant de mal à trouver du travail, etc. Et donc, il se crée un contact entre eux qui est très, 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 très bénéfique. Et donc, ça fonctionne très bien, ça. Avec certaines personnes, on a fait des formations pour la régie foncière à Bruxelles, donc les ouvriers des bâtiments, etc. Et c'était un peu tendu. Il y a certaines personnes qui ont quitté la salle
Mais voilà, on en garde toujours quelques-uns qui sont voilà, de bonne volonté. Et en fait, on arrive toujours à convaincre certaines personnes que peut-être vous n'êtes pas obligé d'aimer, vous n'êtes pas obligé de nous adorer, mais en tout cas, vous pouvez toujours nous respecter parce que nous, on respecte aussi. Et alors, on fait des comparaisons avec le port du voile. Est-ce que vous êtes pour qu'on arrache le voile à une femme volée dans la rue, vous trouvez ça normal? Ben non. Ben, est-ce que vous êtes pour le fait qu'on agresse un homme dans la rue parce qu'il est homosexuel? Ben non. Et donc, en fait, on compare les situations qui peuvent être similaires pour se rendre compte qu'on a tous le droit de partager cette ville et qu'on est tous citoyens du même pays. Et on essaie d'aller dans leur sens aussi sur leur ressenti à eux, quoi. Et donc, en général, oui, il y a de la résistance, mais pas très, très violente. Et puis nous, on ne doit pas être atteint par ça parce que nous, on fait un travail de formation. Donc le fait qu'on soit témoin ne nous atteint pas forcément parce que nous, on ne parle pas... Enfin, on sait très bien que ça existe, tout ça. Ce qui est important, c'est que les gens se rencontrent et les gens sachent que ça existe et les gens sachent que s'ils ont un problème, ils peuvent venir nous en parler. Et puis, ça va faire écho chez eux et ils vont partir avec cette idée-là que, en fait, ces gens-là existent. Et une fois, j'en ai même rencontré un qui était très sympa. Et donc, du coup, quand ils seront reconfrontés à cette question-là, ils se diront, mais en fait, oui, pourquoi est-ce qu'on les déteste autant? Lui, il était quand même pas mal. En plus, lui, il défendait les mêmes choses que moi. Et il avait l'air de me comprendre, etc. Donc, il y a tout un travail d'échange avec eux qui est très important. Sinon, je ne sais pas. On fait énormément de choses, mais je me relance dans un autre sujet ou... Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Anne-Catherine et je suis ici aussi également pour faire témoignage un petit peu au pied levé, donc je n'ai pas préparé de notes, etc. Mais comme il s'agit de mon témoignage, je pense que je vais vous le livrer tel qu'il me vient. Donc je m'appelle Anne-Catherine, je suis maman de 3 enfants, Robin, Elliot et Clara, qui ont respectivement aujourd'hui 16, 13 et 9 ans. Et nous habitons avec mon compagnon et les 3 enfants ici en bordure de Louvain-la-Neuve. L'année dernière, aux alentours du début octobre, j'ai été prise par l'impérieuse nécessité de faire quelque chose pour ceux qui, de rentrer d'une certaine manière en lutte dans la question de l'accueil des personnes qui cherchent à traverser l'Europe, qui cherchent un abri, qui ne veulent pas forcément demander l'asile en Belgique, mais qui sont en tout cas sur notre territoire, qui sont aujourd'hui sans papier. Donc je vais les appeler les gars parce que c'est comme ça que je les appelle, c'est affectueux chez moi. Ils sont des gars, il y a des filles aussi, mais je vais dire les gars parce que c'est comme ça que je les appelle principalement. Donc les gars qui sont devenus pendant toute cette période-ci, qui sont devenus des invités et puis qui sont devenus pour certains des amis, pour certains autres des frères et pour certains autres des fils. Voilà, donc je vais en parler sous le nom des gars. Et donc aux alentours du 4 octobre, donc j'ai été prise de l'impérieuse nécessité de faire quelque chose pour mon pays. C'était avant tout pour la Belgique que je voulais le faire. Je me suis rendu compte que si je ne faisais rien, je pourrais juste ensuite me plaindre que les choses s'étaient passées dans un sens qui ne me plaisait pas. Voilà, donc nous avons commencé à héberger. Et dans ma famille, donc, je me suis reprise à temps parce que la première fois que j'ai voulu héberger, j'ai envoyé un mail pendant la nuit. Je suis un peu, comment dirais-je, je ne dors pas beaucoup. Et donc pendant la nuit, j'ai envoyé un mail, envoie-moi 3 gars. Et vite, je me suis reprise en me disant, je ne peux quand même pas imposer ça à ma famille sans leur poser la question, puisque j'allais utiliser notre intimité comme lieu d'accueil. Donc je me suis reprise in extremis et nous avons organisé une réunion familiale. Et mes 2 plus jeunes, ils étaient forcément plus jeunes et donc ont accepté, étaient assez ouverts à la question. Mon aîné de 15 ans a une position très claire. Il m'a dit, je sais bien que je ne pourrais pas t'en empêcher, je sais que tu es têtu et que quand tu veux quelque chose, tu le fais. Il avait raison. Mais moi, en tout cas, ce sera sans moi. Je ne veux pas. Donc, tu peux le faire, c'est ta maison. Mais ce ne sera pas dans ma chambre et ne me demande rien sur ces questions-là. Alors, mon compagnon et moi avons été un peu choqués. C'est vrai qu'on avait toujours cru qu'on élevait nos enfants dans des valeurs d'ouverture et de tolérance et que, pour une fois, je rejoins le témoignage précédent. Donc, c'était très théorique, en fait, comme point de vue jusqu'à ce jour-là. Et donc, pour une fois qu'on avait l'occasion de mettre en pratique ces questions-là, lui donc refusait de le faire. Bref, on a convenu qu'il avait le droit effectivement de refuser l'entrée de sa chambre, que c'était son intimité à lui, et il a convenu qu'il acceptait qu'on le fasse dans la maison. Et donc on a commencé à héberger.
Et la première fois, par inadvertance, je vous passe le détail parce que j'ai que 20 minutes, mais par inadvertance, la première fois que j'ai été, j'ai une voiture 6 places, enfin 7 places. Ça s'est révélé vachement utile depuis, mais on venait de l'acheter, on ne savait pas, on l'avait acheté pour les amis des enfants. Et donc j'ai une voiture 7 places, et donc on a convenu, mon compagnon et moi, qu'on allait en accueillir 3 et pas plus, et que donc j'allais aller les chercher. Il faisait déjà tard, c'était déjà tard dans la soirée, il faisait froid, il pleuvait, il faisait noir, et je suis arrivée dans ce parc Maximilien. Donc il devait y avoir, je sais pas moi, 200-300 personnes à cette époque-là. 200-300 personnes noires, essentiellement hommes. Et quand je suis arrivée dans ce parc, avec tous les gars qui me regardaient, parce que j'étais potentiellement un moyen d'être à l'abri, finalement, c'était ça que je représentais pour eux, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. J'en menais pas trop large, il faut le dire. Mais voilà, j'ai tenu bon. Je me suis dit, je peux pas faire rebrousser Kazakh et revenir à la maison sans les gars. On a lancé le truc, il faut que j'y aille. Donc, je me suis retrouvée par inadvertance avec 6, alors que j'avais dit... J'avais dit qu'on en prenait 3. Et puis alors, Adriana, qui aurait dû être ici, mais qui a eu un empêchement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Adriana m'a dit, mais tu sais, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Comment est-ce que tu vas les faire dormir? J'ai dit, j'ai un lit double et 2 lits simples. Et donc, pour moi, c'était évident que c'était pas possible de faire dormir 2 gars dans le même lit double. C'était un lit conjugal, quoi. Enfin, je veux dire, un grand lit. Donc, c'était évident que c'était pas possible qu'ils dorment à 2 là-dedans. Et alors, Adriana m'a dit, mais enfin, tu sais, tu fais ce que tu veux, mais tu sais, si jamais tu en prends un dans ton lit, eh bien, l'autre dormira ici. Alors j'ai dit, bon, ça va, je vais en prendre 4. Alors j'avais bien dit à Yves, mon compagnon, que vraiment je ne dépasserais pas 3, donc j'étais déjà un petit peu mal à l'aise, d'autant que mon téléphone avait pris l'eau, donc je n'arrivais pas à l'appeler pour lui dire que j'en avais 4. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais en conduire 2 autres, puisque j'avais 6 places disponibles, et j'ai demandé à ce qu'on me donne une adresse où je pouvais déposer 2 gars. Et donc j'ai pris un groupe de 6 qui en fait se connaissaient. Mais alors, après avoir traversé tout Bruxelles, parce qu'en fait, le bénévole ne devait pas bien connaître le Brabant wallon, parce qu'il m'a dit que c'était sur mon chemin, mais c'était vraiment de l'autre côté. Donc, je traversais tout Bruxelles. Je suis arrivée devant la maison où je devais déposer les 2 gars surnuméraires. Et la maison, en fait, était vide. Il y avait une erreur de dispatch. Et donc, je me suis retrouvée avec mes 6 gars là sous la drache. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'avais pas le cœur de les ramener, mais en même temps, j'étais quand même pas super à l'aise de la réaction de Yves, ni de mes enfants d'ailleurs. Enfin, c'était un bon baptême du feu, parce que maintenant, ils sont habitués à ce type d'occupation de la maison. Et donc, voilà, je suis rentrée. Et alors, en rentrant, donc, j'étais seule avec mes six noirs. Désolée de le dire comme ça. Ils étaient tous jeunes. Voilà. Et donc, dans la voiture, ils ne parlaient pas beaucoup, parce qu'il n'y en avait qu'un qui parlait un tout petit peu anglais. Donc, on a épuisé les 3 mots d'anglais. Et puis après, j'ai vu que, en fait, j'ai quand même traversé la forêt de Soigne. Enfin, tout ça, c'était fort noir. Ça faisait déjà 2 heures qu'on est dans cette voiture, etc. Ils ne savaient pas du tout où je les emmenais. Louvain-la-Neuve, ils n'avaient pas du tout l'idée de ce que c'était une ville. Ils ne savaient même pas trop. Et ils n'arrêtaient pas de me demander, Bruxelles, alors qu'on avait déjà bien dépassé les frontières. Et donc, je me suis rendu compte, en les regardant dans le rétroviseur fugitivement, comme ça, parce qu'on était tous, en fait, assez mal à l'aise, je me suis rendu compte qu'en fait, les 2 plus jeunes qui étaient à l'arrière, en fait, luttaient contre le sommeil, parce qu'en fait, ils avaient bien plus de raisons que moi d'avoir peur. Moi, j'étais pas à l'aise avec mes 6, là, mais en fait, eux-mêmes avaient beaucoup plus de raisons que moi d'avoir peur. Et ce jour-là, j'ai décidé théoriquement d'abandonner ma peur. C'était une pétition de principe que j'ai prise dans la voiture. Voilà, on les a hébergés, ça s'est très bien passé. C'était un peu rock'n'roll quand même, parce qu'ils avaient entre 15 et 19 ans. Donc, tout d'un coup, on se retrouvait avec une cour d'école secondaire qui parlait exclusivement arabe, donc c'est pas facile. Alors, en termes de stigmates, de double stigmate, donc ces 6-là, ils étaient soudanais. Il y en avait un qui était érythréen. Et donc, de fil en aiguille, un soudanais en emmenant un autre, je me suis, entre guillemets, spécialisée dans l'accueil des soudanais, qui sont donc tous musulmans et pas toujours musulmans. Parfois, ils sont parfois originaires des campagnes, donc avec une religion et un mode de conduite qui est assez traditionnel, et notamment dans les questions de la place de la femme. Voilà. Alors, je pense que le stigmate noir et arabe en Belgique, ils le vivent tous les jours. Ils le vivent tous les jours certainement avec la police, qui les traite parfois d'animaux, qui les traite de chiens, qui en prison leur donne parfois à manger par terre. Ça se passe en Belgique, ça c'est pas au Soudan. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais j'ai pas envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler de ce qui se passe à l'intérieur de ma maison, parce qu'en fait, fondamentalement, c'est l'inverse qui se passe, malgré le fait qu'on avait donc des peurs. Donc mon homme, il avait planqué son ordinateur parce qu'il avait peur de se faire voler. Ma maman m'a fait une crise parce qu'elle m'a dit que ma petite fille allait se faire violer. Et moi, finalement, j'ai à un moment décidé d'abandonner ma peur. Mon fils ne leur a pas parlé. J'étais honteuse, franchement. J'ai vraiment eu honte de
je lui en ai parlé, donc je peux vous en parler aujourd'hui, parce que je lui en ai parlé, on a eu une conversation sur la question. Donc il est resté très fermé, mon aîné. Il est resté très fermé, il ne les a pas regardés. Pourtant, il jouait à la PS... Enfin, il jouait... On n'a pas une PS, mais enfin un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est exactement. Une Wii, je crois, voilà. Et on a une Wii. Et donc, en gros, quand les gamins jouaient, quand les gars jouaient, Robin se repliait dans sa chambre. Et inversement, quand il pouvait occuper l'espace familial sans les gars, il descendait, mais voilà. Il disait à peine bonjour. Enfin, il restait poli, mais enfin, ça s'arrêtait là. Et donc, moi, j'ai eu honte de lui. Enfin, je me suis vraiment posé des questions, beaucoup de questions. Je n'arrivais pas à comprendre d'où venait ce rejet. Et un jour, je ne sais pas exactement pourquoi, lui non plus d'ailleurs, un jour, il s'est mis, quand j'allais le chercher au parc, je suis un peu excessive, hein, donc on peut héberger sans être aussi excessif que moi, parce que moi, on en a en permanence, enfin, par semaine, je dois avoir à peu près 20 nuits, 25 nuits à 30 nuits qui sont occupées, donc nous, on est un peu excessif, mais il y a moyen d'héberger de manière plus sereine. Alors, mon fils a commencé un jour, m'a appelé alors que j'étais en train d'aller chercher les gars du soir au parc, et m'a dit, maman, tu en amènes combien? Alors, je me suis tout de suite mise sur la défensive, parce que je pensais qu'il m'en faisait le reproche. Et il m'a dit, mais tu en amènes combien? Et j'ai dit, mais je vais en prendre 4. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais faire les lits. Et alors, donc, mon aîné, qui ne fait pas son lit, hein, donc, faut pas croire, hein, il fait pas son lit, il fait pas sa lessive, enfin, c'est compliqué, quoi, hein, on doit se battre un peu pour tout ça. Il laisse les pelures de banane dans tout son lit, tout ça. Enfin, bref, il a commencé à s'improviser hôte. Il s'est découvert hôte pour ces gars. Il a commencé à faire les lits. Et puis très vite après, je me suis rendu compte qu'il était en train de donner tout ce qu'il avait. Donc il donnait ses sweatshirts, il a la même taille. Hein, donc en plus, il aime les mêmes vêtements. Donc il a commencé à donner tous ses vêtements. Il a commencé à donner ses chargeurs, ses vieux téléphones, etc. À tel point que j'ai dû l'arrêter. J'ai dû lui dire, écoute, c'est vraiment super chouette ce que tu fais, mais tu dois aussi préserver un peu de ce qui est à toi. Donc voilà. Et j'ai eu une fois une conversation avec lui et je lui ai demandé, mais bien longtemps après, hein, je lui ai demandé, mais finalement, qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Je lui ai dit, j'ai eu honte de toi, mais qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Parce que j'ai pas compris. Et il m'a dit, mais tu sais, quand tu m'as dit que tu allais les amener à la maison, je savais qui ils étaient. J'étais un peu interloquée. Comment savais-tu? Qu'est-ce que tu savais? Et il me dit, mais je sais bien qui ils sont. Je savais bien qui ils étaient, tous ces gars qui arrivent en Belgique. Je savais bien. Et alors je dis, mais et qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Et puis il m'a dit, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Et que ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ils étaient exactement comme moi. À partir du moment où il a compris que c'était des gamins comme lui, et que derrière le noir, derrière le sans-papier, parce qu'ils ont beaucoup de stigmates, hein, les pauvres, derrière le sans-papier, derrière le noir, derrière le musulman, en fait, il y a juste qu'un gamin comme lui. Voilà, c'est ce que mon fils a découvert au bout de quelques semaines d'hébergement. Alors, ce travail de prise de distance avec soi-même pour laisser à la place à l'autre, qui est différent. En fait, ce qui est amusant, c'est que moi, au début, j'étais un peu gênée de la plateforme parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de conversations pas trop sympas. On discutait beaucoup. On a un groupe Facebook, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça parle beaucoup, quoi. Ça cause. On discute des mérites respectifs des Érythréens en termes de propreté. Au début, en tout cas, c'était fort comme ça. Ça parlait beaucoup de peur. Il y avait énormément de discours sur la peur parce que beaucoup d'hébergeurs avaient peur. Ces discours-là ont tendance à disparaître et à être évanescents aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est parce que le groupe a une intelligence collective aujourd'hui, donc on capitalise sur les expériences des premiers hébergeurs, de l'apprentissage du dépôt de la peur de l'autre, on capitalise sur ces expériences-là. Donc les nouveaux hébergeurs expriment de temps en temps une crainte, mais sont assez vite rassurés parce qu'ils ont toute l'expérience, toute cette masse expérientielle qu'on a accumulée c'est 1 an qu'on héberge comme ça. 1 an, on a commencé au mois de septembre. Il y a eu de l'hébergement en famille avec la crise des Syriens et des Irakiens, puis il y a une interruption. Mais ce type d'hébergement-là, ça dure depuis 1 an et quelques mois. Et donc voilà. Et donc j'étais un peu gênée de nous, en fait, des familles. Je les trouvais fantastiques. Je les trouve toujours fantastiques parce qu'elles font un truc de dingue, hein, ces familles qui accueillent. Mais en tout cas, j'étais un peu gênée parce que je trouvais qu'on discutait beaucoup des pratiques d'hygiène. Hein, ça discute beaucoup. Ils n'utilisent pas de papier aux toilettes, ils utilisent de l'eau. Les toilettes sont inondées. Ils utilisent la moitié de la bouteille de savon. Enfin, ce genre de choses. Et j'étais gênée de ça. Et puis en fait, un jour, je me suis rendu compte en parlant avec les gars qu'eux faisaient la même chose. Et ils faisaient des classements comparés des familles. Et ils s'interrogeaient beaucoup sur nos propres pratiques d'hygiène qui leur paraissaient complètement incongrues et pas très hygiéniques, en fait, finalement. C'était exactement, je pense, le point de vue qu'on avait sur eux. Et alors, j'ai hébergé chez moi
deux gars, un de 22 ans qui faisait une demande d'asile, lui qui a un parcours très compliqué et qui aujourd'hui a perdu pied et est retourné au Soudan. Il a fait une demande de retour volontaire et qui était en centre fermé, mais qui venait chez moi le week-end, etc. Je l'ai hébergé en continu pendant 3 ou 4 mois et j'ai hébergé un autre qui était très réfractaire, très fâché sur l'Europe et qui ne parlait pas, ni l'un ni l'autre ne parlait un mot d'anglais ni un mot de français. Mais quand je dis pas un mot, c'était vraiment pas un mot. Hein. Et moi, je déteste, moi, j'aime bien parler, donc je me suis mise à l'arabe. Ce qui a sans doute amplifié ma spécialisation dans l'accueil des Soudanais, puisque tant qu'à faire, autant rentabiliser une famille qui parle arabe, ça vaut la peine. Voilà, donc je me suis mise à l'arabe, et avec nos 4 mots d'arabe, mes 4 mots d'arabe, leurs 2 mots d'anglais et le langage corporel, on a commencé à discuter pas mal, en fait. On a discuté pas mal parce qu'ils voulaient me convertir à l'islam. Ils utilisent beaucoup l'argument de Pascal, qui est de dire, puisque tu es une bonne personne, tu ne crains rien à croire en Dieu, tu ferais mieux de croire en Dieu, parce que si tu ne crois pas en Dieu, Dieu ne te verra pas au moment de la mort, et donc tu vas rester dans ce no man's land sans Dieu. Donc, puisque tu es une bonne personne, tu ne crains rien. Si je n'étais pas une bonne personne, c'est eux qui le disent, enfin, je veux dire, dans leur conception, en tout cas, c'était ça. Eh bien, tu ne craindrais pas. Si tu étais une mauvaise personne, il vaudrait mieux ne pas en croire, parce que tu pourrais te faire envoyer dans des endroits inconfortables. Mais en tout cas, puisque tu es une bonne personne, pourquoi ne crois-tu pas? Et donc, ils m'ont longuement expliqué l'islam, parce que ça, c'est aussi quelque chose que nous avons accueilli à la maison. C'est la pratique d'une religion. Nous ne sommes pas pratiquants. Je ne dirais même pas qu'on est laïcs. En fait, je ne sais pas très bien ce qu'on est, mais en tout cas, pas pratiquant. Et qu'est-ce que je veux dire? Nous avons accueilli la pratique quotidienne d'une religion à l'intérieur de la maison. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été, pour moi, quelque chose d'impressionnant en termes justement, de dépouillement de mes croyances sur cette religion. J'avais lu le Coran quand j'étais adolescente parce que ça m'intéressait intellectuellement. Intellectuellement, je trouvais ça parfaitement... voilà. Je crois que j'avais des discours forts de tolérance, d'ouverture, etc. Mais ça restait très fort cantonné ici. Et je n'avais pas trop l'occasion de mettre en pratique, je pense, et d'être confrontée à ça, finalement, dans mon Brabant wallon bourgeois. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, en fait, j'ai vu ces gars pratiquer leur religion. J'ai vu ces gars apprendre de nous ce qu'était une famille européenne, parce que ça, ils ont dû beaucoup apprendre. Hein. Au début, ils me couraient derrière, parce qu'une femme qui sort de chez elle à la tombée de la nuit, ça le fait pas. Hein. Donc, évidemment, ils étaient confrontés à un dilemme, parce qu'il fallait quand même bien que je vienne les chercher. Donc, il y avait une sorte d'impératif pragmatique qui faisait que peut-être ça pouvait être envisagé, mais quand même, ça le faisait quand même pas trop. Et donc, j'en avais donc mes 2 là qui parlaient pas et qui étaient qui venaient de la campagne, donc qui étaient très traditionnels dans leur conception. Qui me courait derrière en me disant « Wen temshi, wen temshi, wen temshi ». Ça veut dire « Où vas-tu ?» Dans mon mauvais arabe, en tout cas, c'est comme ça qu'il le disait. Et parfois même, il m'envoyait des messages sur Messenger quand je durais trop longtemps. Donc, si je passais 10 heures du soir et que je n'étais pas encore à la maison, il m'envoyait des messages pour me... Alors moi, je suis plutôt d'un caractère indépendant et plutôt féministe. Alors, un homme qui essaye de contrôler mon emploi du temps, ça le fait pas. Hein. Alors, au début, j'étais un peu tracassée de ces questions-là. Et puis après, on a commencé à discuter de tout ça. Encore aujourd'hui, celui qui est retourné au Soudan, parfois, quand il voit que je suis encore connectée trop tard, quand il a un peu de réseau, c'est pas souvent, et il sait par les autres qui le tiennent au courant de mon emploi du temps, il m'envoie des messages m'enjoignant à quand même rentrer à la maison, c'est parce qu'il est quand même trop tard. Et alors donc, donc tout ça, moi j'ai découvert en fait, et c'est aussi par rapport à tous ces stigmates du sans-papier, enfin du migrant, du transmigrant. J'ai toujours cru que les miens, ils étaient économiques, les miens. J'ai toujours cru ça. On dit beaucoup, on essaye d'opposer les migrants économiques et les migrants politiques. J'ai découvert que c'était rarement aussi tranché que ça. C'est souvent beaucoup de l'un et beaucoup de l'autre en même temps. Voilà. Mais donc je me suis dépouillée beaucoup de croyances. Et par exemple, par rapport à l'islam, même si j'avais déjà un discours théorique de tolérance, en fait, je l'ai découvert ici, moi. Voilà. Je ne vais pas me convertir, hein, soyons bien clairs. Mais j'ai découvert que c'était une religion très, très apaisée, en tout cas dans la manière dont eux le pratiquent. C'est une religion très apaisée et c'est très apaisant. Leur manière d'interagir avec le destin, avec ce qui leur arrive, parce qu'en termes de stigmates, et c'est la dernière... J'ai encore 5 minutes? Oui. En termes de stigmates, je voudrais parler de mon ami Bobo. Bobo, il est arrivé en Belgique, il a 17 ans. Il n'a pas un parcours classique parce qu'il n'est pas du tout venu par la Libye, heureusement pour lui. C'est un garçon qui vient d'un pays de Guinée. Il est venu en avion, il vient d'une famille aisée qui était dans la politique. Et un jour, à 16 ans, on l'a emmené dans des geôles et on l'a torturé.
Et donc sa famille, une fois qu'ils ont réussi à le faire sortir de la prison, l'a mis directement dans un avion. Il est arrivé au Portugal, il est arrivé en Belgique. Alors je ne vais pas vous parler de son parcours d'asile et son parcours, les raisons qui l'ont amené chez nous. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ce garçon, il a demandé l'asile. Il n'était pas un garçon du parc Maximilien, il est arrivé un peu avant qu'on héberge. Mais il a demandé l'asile. Une fois qu'on demande l'asile, je suis désolée, c'est le parc. On va faire comme si de rien n'était. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Oui, sans doute. Non, c'est un numéro belge. Je pense que c'est un bénévole qui veut m'envoyer des gars. On va faire comme si de rien n'était. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il est arrivé avant le parc Maximilien. Il a demandé l'asile. Il a été très, très, très malmené par le CGRA dans sa demande d'asile, parce que le stigmate noir, lui n'est pas musulman en l'occurrence, mais le stigmate noir et le stigmate sans papier, ça fait d'office de vous un menteur et un resquilleur. Et donc il a été très malmené, enfin je vous passe les détails, il a été très malmené dans cette procédure d'asile, et puis après, quand on reçoit les papiers, on est prié de quitter son centre. Il avait 17 ans, il n'a pas été reconnu comme mineur, et donc on l'a mis dehors du jour au lendemain, et il a essayé de trouver un logement. C'est un gamin assez intelligent et assez débrouillard, qu'il n'a pas trouvé, hein. Franchement il n'a pas trouvé, il n'avait pas d'aide de la communauté belge, etc. Et un jour qu'il dormait, donc il dormait à la rue depuis le mois d'août, je pense. Il dormait dans la rue à Bruxelles. Et notamment, il venait recharger son téléphone à la gare du Nord. Il y a un autre gars, un Soudanais, qui lui a dit, il parlait un peu arabe, Bobo, parce qu'il était passé par Tanger, je crois. Donc c'était un garçon très intelligent. Il avait appris quelques rudiments d'arabe, plus développés que les miens et plus rapidement, hein, il faut le dire. Et donc, il y a un Soudanais qui lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas dans les familles? Il dit, mais de quoi est-ce que tu parles ici? Mais pourquoi tu ne vas pas dans les familles? Pourquoi tu ne vas pas dormir dans les familles? Et Bobo n'a pas écouté ce garçon, parce que pour lui, c'était inconcevable que des Belges accueillent des gars dans leur maison. Ça, c'était juste inconcevable, c'était pas quelque chose de possible. Et pourquoi est-ce que c'était pas possible? Parce que ça faisait 3 mois qu'il était à la rue, et qu'en tant que noir, jeune homme à la rue, eh bien, en fait, les Belges qu'il croisait ne croisaient jamais son regard. Alors lui, il venait d'Afrique et il voulait dire bonjour à tout le monde, du haut de ses 17 ans, et donc il s'est rendu compte qu'en fait, personne ne souhaitait lui parler, que quand il commençait à essayer d'entamer la conversation de manière anodine dans le métro, hein, comment allez-vous, il fait beau aujourd'hui, enfin ce genre de conversation, eh bien les gens détournaient le regard, ne lui répondaient même pas bonjour. Il a vécu ça donc pendant les quelques mois de sa demande d'asile, et donc pour lui c'était devenu en fait inconcevable qu'un Belge puisse accueillir quelqu'un. C'était juste pas possible en fait. Et donc il a mis 3 semaines, le pauvre. Il a mis 3 semaines. C'était au mois de novembre qu'il est arrivé au parc. Il a mis 3 semaines avant de se rendre compte qu'en fait il y avait effectivement quelque chose qui se passait, et que cette perception stéréotypée du Belge qu'il avait développée sur base d'une expérience, c'était pas si stéréotypé que ça, mais c'était quand même un peu stéréotypé puisque ça ne se basait que sur le contact en rue. Cette perception-là était fausse, et donc un jour, il s'est retrouvé par hasard au parc, il s'est mis dans une file, on lui a demandé d'écrire son nom, et sans même qu'il comprenne quoi que ce soit, il s'est retrouvé dans une famille. Et en fait, il s'avère que la première famille qu'il était, c'était une famille d'homosexuels. Alors ça, pour lui, ça a été complètement... Enfin, c'était too much, hein, quand même, parce qu'il m'a expliqué après qu'il ne comprenait pas du tout ce qui lui était arrivé, et que lui, ça n'arrivait que dans les films. Et donc, voilà, c'était chouette, parce que de tout ça, en fait, fondamentalement, tout ça, moi, j'appellerais ça un dépouillement. Enfin, moi, j'ai l'impression de me dépouiller de beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, malgré le fait que je ne pense pas que j'étais raciste, enfin, je ne crois pas, en tout cas, dans mes discours, certainement pas, n'empêche que quand je voyais un noir, je voyais un noir. Aujourd'hui, je vois pas un noir, je vois un gars. Et donc, je vois quelqu'un. Et puis, peut-être, je vois qu'il est noir. Mais souvent, c'est les regards dans la rue qui me rappellent que les gens avec qui je marche sont noirs. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est difficile de succéder après un témoignage aussi fort et aussi marquant. Donc merci pour ça. Donc moi je travaille chez UNIA, qui est un service public. Donc on n'est pas une ONG, on n'est pas une association, on n'est pas une association de citoyens, il n'y a pas de membres, etc. On est un service public, et comme Olivier Roux l'a dit, on a été créé en 1993, et puis on a été reconnu suite à des directives européennes comme organe de promotion de l'égalité, puisque dans chaque pays de l'Union européenne, il doit y avoir au moins un organe de promotion de l'égalité.
Mais si on est un service public, on est aussi indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est pas une administration, nous n'avons pas de ministre de tutelle, notre organe dépend plutôt du Parlement, on a un conseil d'administration qui est nommé par 6 parlements en Belgique, et donc au-delà du fait qu'on est indépendant, on est aussi interfédéral. Notre nom officiel est le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, la lutte contre le racisme et les discriminations. C'est pour ça qu'on s'appelle UNIA, c'est plus facile. Et donc, interfédéral, ça veut dire qu'on est le résultat d'un accord de coopération, puisque chaque État membre est tenu de créer un organe de promotion de l'égalité. En Belgique, ce n'est pas à M. Delperry que je dois faire une leçon, 3 communautés, 3 régions, un État fédéral, et donc chaque entité doit désigner son organe de promotion de l'égalité. Alors on aurait pu avoir un UNIA bruxellois, un UNIA germanophone, un UNIA flamand, un UNIA francophone, et les différents gouvernements se sont mis ensemble et ont décidé de signer un accord entre eux pour nous donner cette mission, et donc on est compétent tant pour les matières communautaires que régionales que pour les matières fédérales. Et donc c'est pour ça le centre interfédéral comme UNIA. On a pour mission de promouvoir l'égalité et de lutter contre les discriminations. Et on est compétent pour 17 des 19 critères qui se trouvent dans les différentes législations. Parce que là aussi, vous avez 3 lois fédérales, vous avez des ordonnances bruxelloises, vous avez des décrets des communautés françaises, région wallonne, région flamande, etc. Et donc il y a une dizaine de textes. Et donc il y a 19 critères protégés et nous sommes compétents pour 17 des 19. Je vais d'abord parler des 2 pour lesquels on n'est pas compétent. Le premier, c'est le genre, et tout ce qui concerne le genre, l'identité de genre, on en a parlé, la protection de la maternité, la question du sexisme, puisque le sexisme est aujourd'hui prohibé par la législation. Et ça, c'est la compétence de l'autre organe de promotion de l'égalité en Belgique, qui est l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, il y a 2 organes en Belgique. Le deuxième critère pour lequel on n'a pas compétence, c'est la langue, les discriminations linguistiques. Et là, il n'y a aucun organe qui est compétent en Belgique. Et derrière les discriminations linguistiques, c'est le conflit communautaire entre flamands et francophones. Et en 2003 et puis en 2007, quand les législations ont été adoptées, les législateurs n'ont pas voulu nous donner cette compétence parce que les questions communautaires sont vraiment trop sensibles, c'est trop difficile. Est-ce que ce sont des minorités ou pas? Est-ce que les Flamands sont des minorités à Bruxelles? Est-ce que les francophones dans la périphérie, etc. Et donc il n'y a pas d'organe. Même si la discrimination sur base de la langue est interdite, nous ne sommes pas compétents pour cela. À côté de ça, on est compétent pour les discriminations sur base de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, toutes les discriminations raciales. Il y a 5 critères, la couleur de la peau, l'ascendance, l'origine, la nationalité. On est compétent pour les convictions religieuses. Et puis il y a des critères qui sont moins connus. Par exemple, la fortune. On parle de discrimination sur base de la fortune, mais derrière la fortune, c'est la question de la nature des revenus. Et on a pas mal de contentieux dans ce cadre-là en matière de logement, où on va exclure des personnes qui ont des allocations de personnes handicapées, parce que c'est des revenus, même s'ils sont stables, ils sont insaisissables, et donc les propriétaires n'en veulent pas. Où on va exclure des personnes qui n'ont pas de contrat de travail à durée indéterminée, où on va exclure des allocataires sociaux dépendant du CPS, etc. Et donc ça, c'est derrière ce qu'il y a comme fortune. Et puis, vous avez état de santé, caractéristiques physiques, etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tous ces critères-là. Nous sommes également compétents au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées. Convention qui a été adoptée en 2006. Et cette convention prévoit que chaque État signataire de la convention doit désigner un organe indépendant de promotion, de protection et de monitoring de cette convention. Et donc nous sommes cet organe-là. Et dans ce cadre-là, nous avons d'ailleurs une commission d'accompagnement. Et il y a d'ailleurs quelqu'un d'Altéo qui siège au sein de cette commission d'accompagnement pour cette mission liée spécifiquement au handicap et aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Dernière chose, nous sommes également reconnus comme institution nationale des droits de l'homme par GANRI, qui est l'organe au niveau international qui reconnaît, avec un statut B. Donc il y a le statut A, c'est une mission générale de défense des droits humains. Nous sommes compétents pour la discrimination et les questions des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, et c'est pour ça que nous avons un statut B. Nous avons 3 métiers
Le premier, qui est peut-être celui pour lequel nous sommes le plus connus, c'est de recevoir des signalements individuels. On ouvre des dossiers. En 2017, nous avons reçu plus de 6600 signalements. On a ouvert plus de 2000 dossiers. Tout à fait par hasard. Enfin, il y a parfois la mystère des chiffres. En 2017, on a ouvert 2017 dossiers. On sait au jour d'aujourd'hui qu'on est déjà à plus de 7000 signalements pour cette année-ci, l'année n'est pas finie. Et donc ça veut dire qu'on a un nombre grandissant de saisines de personnes qui s'adressent à nous. On a un numéro vert, on a des permanences, on peut introduire des signalements sur notre site internet. Globalement, on est saisi, le top 3 des critères pour lesquels on est saisi, c'est d'abord les discriminations raciales. Et ça, historiquement, c'est quelque chose pour lequel on est le plus souvent saisi. Environ 40% des dossiers concernent les discriminations raciales. En 2 arrive le handicap. Et là, on a à la fois en chiffre absolu et en proportion une augmentation constante depuis 5-6 ans de discrimination liée au handicap, refus d'aménagement raisonnable, des choses de cet ordre-là. Et en 3, c'est les convictions religieuses et philosophiques. Les discriminations sur base d'orientation sexuelle arrivent moins loin, mais c'est vrai que, comme Olivier Roux le disait, la singularité qu'il y a de ce type de saisine, c'est souvent des questions qui sont relatives à une forme d'intolérance des choses qui se passent dans la rue, des gens qui sont agressés, ou entre voisins, ou dans un cercle familial, ce qu'on appelle de la vie sociale. Et ça, c'est une singularité qu'il y a sur le critère lié à l'orientation sexuelle. Alors, on a parlé LGBTQI+. Concrètement, nous sommes compétents pour les LGB, mais dès qu'on passe au TQI+, c'est l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc là, on a cette espèce de singularité. Et donc, quand on travaille avec le mouvement et les associations, etc., on doit toujours être attentif de savoir qui est compétent. Mais on travaille assez bien avec l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On a un protocole de collaboration avec eux. Un deuxième métier, c'est travailler formation, information, sensibilisation. On a parlé des formations police. On donne plusieurs dizaines de milliers d'heures de formation par année, puis des sensibilisations comme on fait ici, des campagnes de sensibilisation aussi, des affiches. En matière de handicap, on a fait une campagne sur « J'ai des droits », de faire avancer l'idée que les personnes en situation de handicap, on n'est pas dans une situation de santé, de protection, c'est des personnes qui ont des droits, qui peuvent les revendiquer. On est assez fiers parce que cette campagne a obtenu un prix sur un clip qui a été fait et qui était complètement réalisé à la fois les acteurs, mais aussi les techniciens, etc., étaient toutes des personnes en situation de handicap, dans une perspective véritablement d'inclusion. Et puis le troisième métier, c'est de formuler des avis et recommandations. On a préparé un mémorandum pour les élections à venir. Nous avons fait un site spécifique pour les élections communales qui s'appelle le choixégalité.be où on a rassemblé plus de 120 pratiques communales liées à la participation et à l'intégration sur tous les critères et sur toutes les matières communales. Alors, la question qui est posée, c'est la rencontre de la diversité est-elle une solution pour lutter contre les discriminations ? J'ai tendance à dire oui, c'est une solution, mais elle ne suffit pas. Il y en a d'autres. Et en psychologie sociale, il y a toute une série d'études qui ont été faites et il y a un chemin qui se fait. On commence par les stéréotypes. Tous, nous avons des stéréotypes. C'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Et heureusement qu'on a des stéréotypes, parce qu'on reçoit de multiples informations. Et c'est grâce aux stéréotypes que très rapidement, on appréhende une situation et on ne doit pas chaque fois réfléchir et penser à quelque chose. Donc, quelque chose que nous partageons tous sur le stéréotype. Et je vais prendre ici une illustration qui est reprise régulièrement par Vincent Iserbyt, qui est un professeur de psychologie sociale que vous connaissez peut-être ici à l'université de Louvain, où il dit « Le paradis est l'endroit où les Français sont les cuisiniers, les Italiens sont les amants, les Anglais sont les policiers, les Allemands sont les travailleurs, et le tout est organisé par les Suisses. L'enfer, c'est l'endroit où les Anglais sont cuisiniers, les Suisses sont les amants, les Allemands sont les policiers, les Français sont les travailleurs, et le tout est organisé par des Italiens. » L'humour
travaille sur les stéréotypes et les représentations. Quand on parle français, allemand, italien, ça nous envoie tout de suite une image. Hein. C'est ce que vous disiez, le noir qu'on voit. Et donc, on a cette représentation, le musulman, l'homosexuel. C'est quelque chose qui existe. Aussi. Les Italiens aussi. Double stigmatisation. Et donc, le stéréotype peut se transformer en préjugé. Et le préjugé, ça va être de donner une caractéristique au stéréotype. Le préjugé peut parfois être positif, mais souvent il est négatif. Et une fois qu'on est dans un stéréotype négatif, ça peut mener à la discrimination. Parce que telle personne est comme ça, un noir comme locataire, ah non, les familles noires, on en loue pour 1, ils arrivent à 10, et de toute façon, ils vont commencer à cuisiner sur le sol. Hein? Avec beaucoup d'huile. Avec beaucoup d'huile, etc. Hein? Les homosexuels, ils sont quand même dangereux. Est-ce que, tout compte fait, ils ne sont pas tous un peu pédophiles et des choses de cet ordre-là? Et il faut la faire toute voilà. la nuit. Donc, et le préjugé mène à la discrimination. Engager un homosexuel dans une crèche, il y a certains qui vont dire « Ah non, ça quand même pas, parce que c'est avec des enfants, etc. » Et donc, stéréotypes, préjugés, discrimination. On a tous ce type de stéréotype. Et vous l'avez bien dit, hein, on peut dire « Je ne suis pas raciste, etc. » Mais on a tous ce réflexe-là. Il faut en avoir conscience. Il faut l'accepter pour travailler cela. Et personne, aucun groupe n'est dénué de stéréotypes. Ce n'est pas parce qu'on est dans le groupe majoritaire qu'on a plus de stéréotypes que quand on est dans un groupe minoritaire. Tout le monde, c'est quelque chose qui est partagé. La psychologie sociale a développé également, à travers toute une série d'expériences, ce qu'on appelle l'hypothèse de contact. C'est-à-dire qu'à travers des tests, on montre que quand on est confronté à la différence, quand on rencontre la différence, quand on rencontre la diversité, globalement, de manière générale, ça augmente la tolérance. Il y a une acceptation plus grande quand on connaît des personnes qui n'ont pas la caractéristique ou qui sont identifiées comme éventuellement différentes. C'est de manière générale, ça n'exclut pas que quand on rencontre parfois des personnes, ça peut renforcer des préjugés. Si j'ai une dispute avec mon voisin et que je ne m'entends pas parce que on a un conflit de voisinage et que c'est une famille noire, je vais peut-être développer un sentiment d'hostilité ou de mépris vis-à-vis des Noirs au départ d'eux. Mais de manière générale, au niveau de la société, cette hypothèse de contact. Je vais vous donner 3 exemples. Il y a quelques années, on a fait, justement, avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, une recherche qui s'appelait Beyond the Box, qui visait à mesurer le degré de tolérance et de lien qu'il y avait entre la tolérance qu'il y a vis-à-vis des personnes homosexuelles, des transgenres, et de la représentation aussi de la femme. Est-ce qu'il y a un lien entre la tolérance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'orientation sexuelle, la diversité sexuelle, et des rôles masculins ou féminins? Alors, de manière assez classique, hein, c'est des questions, tiens, si votre voisin était homosexuel, si votre enfant venait avec quelqu'un du même genre et entretenait une relation, si votre patron... Et alors, il y a des mesures, hein, de 0 à 10, est-ce que je l'accepte ou pas? C'est comme ça c'est des sondages sur la tolérance. De manière assez classique, ceux qui connaissaient des personnes homosexuelles ou transgenres étaient globalement plus tolérants que ceux qui n'en connaissaient pas. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que des personnes qui ne connaissaient pas de personnes homosexuelles, mais qui sociologiquement étaient confrontées à la diversité, notamment diversité des origines, qui vivaient dans des lieux ou qui étaient entourés de personnes avec diverses origines, etc., et qui donc étaient confrontés à cette diversité, étaient spontanément plus tolérants vis-à-vis des personnes homosexuelles, même s'ils n'en connaissaient pas. Et donc le fait d'être confronté à cette diversité avait fait cette espèce d'ouverture à la tolérance. Un deuxième exemple, c'est des écoles à Bruxelles, notamment, des études ont été faites. Le champ scolaire est très varié sur Bruxelles. Les communes sont très variées, mais le champ scolaire est très varié. Il y a des écoles où il y a 20, 30, 40 nationalités ou origines. Dans ces écoles-là, en gros, ça se passe bien. La diversité des origines fait qu'il y a un modus vivendi et les choses se passent bien. Les écoles où il y a le plus de difficultés, c'est quand il y a des concentrations.
Vous avez des écoles qui sont composées à 90 ou 95% de personnes d'origine turque. La nationalité belge, mais d'origine turque. Et ce n'est pas avec des Maghrébins. Et puis vous avez des écoles avec 90 ou 95% de personnes d'origine, de culture, de famille d'origine maghrébine. Et dans ces écoles-là se posent des problèmes ou des difficultés parce que c'est là où il va y avoir une contestation, par exemple, de la mixité pour aller dans les cours de gymnastique ou à la piscine, ou éventuellement où il va y avoir des contestations sur le programme, etc. Et donc là où il y a un mélange, là où il y a une forme d'inclusion, où tout le monde se trouve, en gros, les choses se passent bien, et les difficultés, c'est quand il y a des concentrations et les personnes qui sont enfermées dans leur groupe. Troisième exemple, qui était probablement le plus marquant, mais on peut le voir ailleurs, lorsqu'il y a eu des élections récemment en Allemagne, c'est dans les Länder où il y avait le moins d'étrangers que l'AfD, l'extrême droite, a eu le plus de résultats. Et donc, c'est là où il y a le moins de personnes étrangères, d'origine étrangère, que l'extrême droite, qui a un discours xénophobe, a le plus de résultats. Et donc, ça conforte aussi cette idée de l'hypothèse de contact. Donc, quand on ne connaît pas, on a peur. Hein. Vous avez parlé de la peur. Hein. Alors, quand on parle de la peur, étymologiquement, xénophobie, homophobie, transphobie, on parle de la glottophobie. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est sur les accents. Hein. Les personnes qui ont des accents et qui, à cause de ça, se retrouvent... il y a eu récemment la grossophobie, il y a une campagne actuellement sur la pauvrophobie. Et donc, on parle des phobies, c'est la peur. Alors, ce n'est pas la peur elle-même qui pose problème. On peut avoir peur, hein, on peut la déposer aussi à un certain moment. Ce qu'il y a, quand on veut attaquer ou stigmatiser cette question-là, ce n'est pas la question de la peur, mais c'est que cette peur se transforme en mépris, en hostilité, en sentiment de supériorité. Et donc là, c'est quelque chose qui devient problématique parce que ça mène à des comportements discriminatoires, ça mène à des discours de haine, ça mène à des actes de haine. Et puis, surtout, il y en a, il y a des groupes et des responsables, qu'ils soient politiques, médiatiques ou autres, qui jouent sur ces peurs et qui les alimentent et qui vont utiliser la peur que nous pouvons tous avoir pour construire un discours et polariser la société dans laquelle on se trouve. Et donc, quand on parle des peurs, ce n'est pas la peur elle-même, mais c'est ce qu'on en fait qui pose problème ou qui pose difficulté. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Pierre Tevanian qui a fait un peu une analyse du mécanisme qui se passe. Alors lui a travaillé sur le racisme. Qu'est-ce qui se passe dans l'évolution ou du fait qu'on peut avoir des comportements à caractère raciste, mais en fait, le raisonnement peut s'appliquer à d'autres critères, au handicap, à l'orientation sexuelle, à l'âge, etc. Mais il y a 5 étapes. La première, et là je m'appuie un tout petit peu aussi sur ce que vous avez dit, c'est la différenciation. À un certain moment, on va repérer quelqu'un comme différent. Il est noir. Vous ne le voyez plus comme noir. Donc il y a plus. Et votre fils, il dit à un certain moment, mais en fait, j'ai plus de proximité avec lui, et c'est pas la couleur de la peau. Mais donc la première étape, c'est la différenciation. Lui, il est homosexuel, et donc on va mettre cette différence. La deuxième étape, c'est la péjoration. On va estimer que cette différence, c'est une caractéristique où on va lui mettre des attributs plutôt négatifs, plutôt dangereux, plutôt problématiques. Et donc, cette différence qu'on va mettre, péjoration, ça devient péjoratif, ça devient quelque chose de négatif. La troisième étape, c'est la réduction. Ça veut dire que la personne qui est en face de moi n'est plus que cette différence. Il n'est plus que le noir, il n'est plus que l'homosexuel, il n'est plus que la personne en situation de handicap, il n'est rien d'autre. Ce n'est pas un collectionneur de timbres, ce n'est pas quelqu'un qui aime faire du sport, ce n'est pas quelqu'un qui est passionné d'opéra, ni quoi que ce soit. Il n'est plus que cette caractéristique-là, donc on la réduit. La quatrième étape, c'est la naturalisation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont cette caractéristique sont les mêmes. Tous les homosexuels sont les mêmes, tous les noirs sont les mêmes, toutes les personnes handicapées sont les mêmes. Et la dernière étape, c'est la légitimation de la différence. Parce que cette différence est négative, qu'il n'est que ça et que tout le monde est comme ça, c'est normal qu'il se retrouve dans une situation moins favorable, c'est normal qu'on puisse faire une différence, c'est normal et on légitime et on justifie la discrimination vis-à-vis de ce groupe-là. Et donc ça, c'est les 4 étapes
ou les 5 étapes qui existent dans le mécanisme qu'il y a quand on trouve des situations de stigmatisation. Alors, la rencontre, le contact, rencontrer la diversité, aller vers l'autre, se mettre à la place de l'autre. Hein. Je trouve que le témoignage qu'on a entendu, c'est vraiment ça, on se décentre, est important, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il y a des législations qui interdisent et qui prohibent la discrimination. Alors, la loi prévoit et sanctionne 3 types de comportements. Le premier, c'est, au sens strict, la discrimination. La discrimination, c'est traiter quelqu'un de manière différente en raison d'une caractéristique. Alors la discrimination peut être directe, indirecte, je ne vais pas vous faire un cours de droit, ça peut être l'injonction de discriminer est aussi sanctionnée par la loi. Donc je suis propriétaire, je vais vers une agence immobilière et je dis bon, hein, vous m'envoyez un BBB, hein, un bleu blanc belge, hein, pas de couleur, etc. Je donne une injonction de discriminer, hein, ou un employeur qui va dire bon ben voilà, tu engages quelqu'un, mais quelqu'un plutôt jeune, hein, parce que les vieux, on sait très bien que l'informatique, ils ne s'en sortent pas, ils sont quand même beaucoup plus lents, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est des dossiers que nous avons. Hein. Et donc, la discrimination en tant que telle. Important, la discrimination est interdite, qu'elle soit volontaire ou involontaire, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et donc, on peut démonter des mécanismes discriminatoires qui sont le résultat de procédures qui sont mises en place, mais on ne va pas nécessairement chercher à exclure quelqu'un. Alors, un exemple relativement classique qu'on utilise, mais on pourrait les multiplier, c'est par exemple un employeur qui va réserver la possibilité de faire du travail à domicile ou le bénéfice d'une formation aux personnes qui travaillent à temps plein. Qu'est-ce qu'on discrimine? Ceux qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, ce n'est pas un critère protégé. Par contre, statistiquement, on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent à temps partiel que d'hommes. Et donc, l'effet de cette mesure va avantager les hommes et désavantager les femmes. Et donc là, mais ce n'est pas la volonté d'exclure les femmes, il n'y a pas une volonté d'eux, mais il y a un effet discriminatoire, et ça, c'est interdit par la législation. Un deuxième type de comportement qui est interdit, et là, on entre dans des comportements là qui sont volontaires, qui sont intentionnels, c'est ce qu'on appelle les actes de haine. Tu as parlé d'Ihsan Jarfi. Un meurtre, un assassinat à caractère homophobe, c'est un acte de haine. Et donc, la loi prévoit une circonstance aggravante et le doublement de la peine s'il y a coups et blessures et si on va attaquer. Alors, il y a eu récemment un dossier d'un demandeur d'asile qui s'était fait agresser à Couvin d'un coup de couteau par un jeune et il a reçu cette tentative de meurtre parce que le coup de couteau, c'est pas simplement menacé, c'est dans l'abdomen, plus au bras, etc. Et donc, l'auteur a été reconnu comme coupable de tentative de meurtre à caractère xénophobe, dans le cas présent, et a reçu 7 ans de prison. Il était aussi, en plus de ça, récidiviste, c'est ça qui explique aussi le montant de la peine. Et donc, l'acte de haine, c'est l'acte qui est commis parce qu'on va viser quelqu'un, pas parce qu'il a fait quelque chose, mais pour ce qu'il est. Et l'acte de haine, c'est quoi? C'est un acte avec un message. Ça veut dire que quand on va assassiner Ihsan Jarfi, ce n'est pas uniquement lui qu'on vise. Ça veut dire que toutes les personnes homosexuelles ont dit « vous ne serez pas en paix parce que sachez qu'on va vous menacer à cause de votre orientation sexuelle ». Quand ce demandeur d'asile a été attaqué à Couvin, tous les membres, tous les résidents du centre d'accueil à Couvin se sont retrouvés inquiets et ont fait une manifestation parce que derrière cette agression, ils se sont sentis tous, eux, visés. Et donc, ce sont des actes qui sont commis avec un message. Va bientôt s'ouvrir, autour du 20 décembre, le procès, les attentats qui ont été commis au musée juif. Nous sommes partie civile dans ce dossier parce que ça a été un attentat où on a visé des personnes qui relèvent de l'antisémitisme. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi le musée juif. On n'a pas été au musée du train et on n'a pas été au musée des jouets. Non, c'est le musée juif et donc on a choisi une cible particulière pour ce que les gens représentent et donc c'est ça un acte de haine.
Le troisième type de comportement qui est interdit et qui lui aussi est intentionnel, et là ça relève du pénal également, c'est les discours de haine. C'est l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Alors quand on parle d'incitation à la haine, ce n'est pas seulement tenir un discours qui peut choquer, etc. C'est à travers mes mots pousser quelqu'un à commettre un acte de haine, de violence, de discrimination, etc. Et donc, c'est inciter véritablement quelqu'un à commettre ce type d'acte. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est également prévu et sanctionné par la législation. Les critères protégés, je vous ai expliqué, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, etc. Dans la loi, ce sont des critères qui sont neutres. C'est-à-dire que toutes les orientations sexuelles sont protégées et donc, au sens de la loi, un hétérosexuel, s'il est victime de discrimination ou d'un acte de haine parce qu'il est hétérosexuel, peut être protégé par la législation. Si moi je suis blanc et que je me fais agresser parce que je suis blanc, parce que je suis occidental, ça peut être un acte de discrimination, ça peut être un acte de haine au sens de la loi. Un jeune est tout aussi protégé qu'une personne âgée sur l'âge. Cela étant, si le critère est neutre, la probabilité de se retrouver d'être discriminé, victime d'un acte de haine ou d'un discours de haine, est bien plus grande proportionnellement si vous faites partie d'une minorité, et d'une minorité visible ou invisible. Et la probabilité d'être agressé, d'être discriminé est bien plus grande si vous êtes musulman, maghrébin, homosexuel, plus âgé, etc., que si vous n'avez pas ces caractéristiques-là. Et donc, statistiquement, cette probabilité-là est beaucoup plus importante. Et il faut entendre les personnes qui sont issues de ces groupes-là, qui vivent au quotidien. Vous parliez aussi du regard. Hein, c'est des choses qui se passent par le regard. Vous dites que je me rends compte que je suis avec mes gars qui sont noirs à travers le regard des autres parce que moi je ne le vois plus. Et donc c'est des choses que ces personnes vivent au quotidien, ce regard-là. Et donc c'est des expériences que quand on fait partie du groupe majoritaire, on ne le vit pas. Il y a un mécanisme de protection particulier pour un groupe particulier, c'est l'obligation d'aménagement raisonnable pour les personnes en situation de handicap. Un refus d'aménagement raisonnable va être perçu ou conçu comme une forme de discrimination au sens de la loi, et là, ça vise exclusivement ou essentiellement les personnes en situation de handicap. Et enfin, il faut aborder la question de la discrimination structurelle, c'est-à-dire que l'organisation de notre société a tendance à reproduire les inégalités, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau du marché de l'emploi, que ce soit au niveau du marché du logement, que ce soit au niveau de l'accès à la santé. On a un mode de fonctionnement tel que les inégalités ont tendance à se reproduire. Et toutes les études montrent, que ce soit des baromètres de la diversité, des monitorings socio-économiques, des études universitaires, etc., que quand on est dans une situation avec une caractéristique qu'on peut appeler d'un groupe minoritaire, on est globalement dans une position moins favorable. On est moins souvent, on a moins la possibilité d'avoir un boulot. Si on a un boulot qui est moins bien rémunéré, ou bien c'est un statut de contrat de travail à durée déterminée, ou c'est un temps partiel, non choisi, non volontaire, etc. Et donc, il faut adresser la question de ces discriminations, pas à travers la loi, mais à travers des politiques publiques qui permettent de rétablir ces inégalités et d'adresser ces questions-là. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de poser vos questions, faire part de vos remarques, de vos propres anecdotes si vous en avez. On va juste dire au revoir à... 5 minutes. Voilà, on va peut-être commencer par Anne-Catherine, puisqu'elle va devoir nous quitter, parce qu'elle a une journée porte ouverte à préparer ce soir pour demain. Donc voilà, sa journée est loin d'être finie. Voilà, donc on va peut-être prioriser si vous avez des questions par rapport à la plateforme. Et comme ça, après, on pourra continuer à
voulais juste demander comment ça se fait que ce jeune Africain, c'est une question très pratique, ce noir du Togo, c'est ça Oui, Bobo n'avait pas pu rentrer en tant que mineur, puisqu'il avait fait une demande d'asile dans un centre. Je le regrette de vous dire que la politique migratoire et la manière dont on traite les dossiers d'asile est fondamentalement malhonnête et qu'en tout cas, dans mon expérience, on va parler de l'expérience, dans mon expérience de suivi de demande d'asile, de nombreux mineurs ne sont pas reconnus pour tels. Donc la Belgique utilise des tests qui ne sont pas reconnus scientifiquement pour fonder l'âge des demandeurs d'asile. Donc lui, quand il est arrivé, il avait 16 ans, il a demandé, au 16 ou 17 ans, il a demandé en tout cas quand il avait certainement un tout petit 17 ans, et il a reçu 3 ans de plus, donc on lui a donné 20 ans. Je connais un garçon qui a 20 ans à qui on a donné 14 ans, mais tout le monde en rigole dans le parc, hein, parce que d'habitude ça se passe dans l'autre sens. Aujourd'hui, j'ai peur que la manière dont on traite la demande d'asile, ce soit des dossiers à charge. Donc on considère de facto comme un postulat de base que le demandeur d'asile ment et triche sur sa nationalité, son âge et son récit d'asile. Donc il n'a pas eu l'occasion. Ce qui est terrible en fait pour ce garçon, c'est qu'il a perdu 3 ans. Enfin, pour lui, c'est terrible parce qu'en fait, il est arrivé ici, il avait 17 ans, il aurait eu droit à une scolarité et il n'a pas droit à une scolarité. Il a perdu 3 ans et c'est la chose qui le rend le plus malheureux. Il y en a plein d'autres qu'il pourrait vous expliquer, de choses qui, moi, personnellement, me rendent très malheureuse quand je pense à son histoire. Mais c'est ce qui retient aujourd'hui, c'est les 3 ans qu'on lui a volés. Et donc, cette incapacité qu'on l'a mis de devenir un citoyen à part entière de la Belgique, où pourtant on a quand même fini par lui donner les papiers parce que le dossier était patent. C'était vraiment très difficile de dire qu'il ne pouvait pas obtenir l'asile. Malgré tout, on a essayé. Voilà. Aujourd'hui, grâce à la plateforme, c'est un happy end, comme on aime les entendre. Mais un jour, un journaliste souhaitait interroger une famille qui accueillait comment il cherchait un gars qui voulait bien parler. Bon, ils veulent pas parler, hein, globalement, ils ont bien raison. Et donc Adriana, donc qui est l'administratrice de la plateforme, m'avait appelé en me demandant si je pouvais prendre Bobo et accepter qu'on se fasse filmer. Sauf que mes enfants avaient mis un veto. Depuis, ils ont un peu changé de point de vue, mais ils avaient mis un veto. Ils ne voulaient pas qu'on vienne dans la maison les filmer, donc j'avais dit non. Et alors j'ai beaucoup regretté au début parce que je trouvais que c'était pas chouette de ne pas le faire, etc. Mais en fait après, c'était un happy end comme on les aime parce qu'il a été une famille italienne installée en Belgique depuis installée en Belgique depuis 40 ans, je pense, a accepté de l'accueillir pour le reportage. Et à l'issue de ce reportage, en fait, Bobo est un garçon charmant. Hein, donc, alors en plus, il a appris à parler français en écoutant le rap. Quand il était dans son centre, il parle très bien français, il s'exprime avec beaucoup de nuances. Et donc, maintenant, il doit parler italien. Je pense, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais à mon avis, il doit parler italien. Et donc, en fait, cette famille s'est pris d'amitié pour lui, comme nous, on s'était pris d'amitié pour lui également, et ont des moyens, et donc l'ont installé dans un appartement qui est attenant à la maison, et ont commencé à financer sa scolarité. Donc c'est un happy end, mais comme peu d'entre eux rencontrent. Cela étant, il y a énormément de choses qui se passent avec cet hébergement qui font que souvent on ouvre sa porte parce qu'ils ont froid. C'est le motif le plus fréquent. Ils ont froid et puis on se retrouve à les accompagner et on devient coach. Moi, je suis moi-même coach, alors que bon, fondamentalement, je n'y connaissais absolument rien d'entrée de jeu. Enfin, je connaissais la théorie, mais pas grand-chose d'autre. Mais donc, on les accompagne. Les familles se sont très, très rapidement, se sont très rapidement organisées pour pallier les failles de l'État, parce que l'information, c'est quand même, je pense, une base incontournable. Et pour l'instant, la Belgique n'informe pas, elle désinforme. Par exemple, le droit à la défense et à la justice, je serais intéressée de savoir si tous les gars du parc pourraient porter plainte pour discrimination, parce que sinon je vous amène un quart demain. Ils n'ont pas accès à la justice. Quand on les enferme dans des centres fermés, on leur ment effrontément en leur disant qu'ils doivent attendre 5 jours pour demander un avocat. C'est le contraire. S'ils ne font pas appel à l'avocat dans les 5 jours, ils perdent le droit d'introduire un recours. Et donc on leur ment. C'est du personnel qui est payé par l'État belge et qui reçoit des consignes très clairement. Donc voilà. Alors aujourd'hui, les familles, elles ont pallié d'abord un soin humanitaire. C'était très évident directement. Et d'ailleurs, on prenait bien soin
point de ne pas parler de politique. C'était presque un gros mot au sein de la plateforme. C'était un vrai tabou. Et puis très progressivement, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres chancres, comment est-ce que je peux appeler ça? Je ne sais pas quel est le nom qu'il faudrait utiliser pour décrire ce qu'il aurait fait dans le déni de droit. Donc la catégorisation des populations est le mécanisme le plus effrayant que je vois aujourd'hui en Belgique, et que voilà, je le vois avec les gars, mais on le voit dans tout le champ social. Hein. Donc on catégorise et on restreint des droits en fonction de catégories, mais une catégorie, il suffit d'un critère pour qu'on bascule de catégorie. Voilà. Et donc je pense que les familles se sont progressivement inquiétées de tout ça, inquiétées des violences policières par exemple, inquiétées du déni de justice, et voilà, par exemple, quand ils sont maltraités par la police, ce qui arrive malheureusement trop couramment, et même parfois brutalisés avec des violences physiques, ils n'ont pas de recours. Hein, c'est très difficile. J'en ai envoyé une fois un dans un commissariat parce qu'il y avait toute une histoire assez dramatique. Je lui ai dit, tu n'as pas d'autre solution que d'aller à la police, et il s'est fait arrêter. Voilà, il a été arrêté, il s'est fait mettre dans un centre fermé. Ça a fait de lui ma cote de popularité parmi les Soudanais pendant quelques mois. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'accompagne un garçon qui a été pris dans un train par des gardes sécuritaires qui ne sont pas les plus enfants de cœur. Et ça m'inquiète aussi, parce qu'avant, la police avait des comportements violents et brutaux. Et puis maintenant, ça s'est transmis. Et maintenant, les gardes de sécurité ont ces comportements-là aussi. Et donc, il s'est fait prendre et contrôler. Il était tout seul. Il était environné de 4 gardes de sécurité et 3 policiers. Ils l'ont amené dans une pièce vitrée et on l'a fouillé en lui donnant des coups. Je ne sais pas pourquoi on leur donnait des coups. Je ne pense pas que c'est autorisé par la... D'ailleurs, c'est un sécuritaire. Déjà, un sécuritaire, normalement, n'a pas le droit de fouiller. Tout ça, c'était en face de la police. La police a assisté en tant que témoin. Et il s'est fait prendre les 2 mains par 2 gars et on lui a retourné les doigts jusqu'à casser le doigt en le regardant dans les yeux. Et quand il criait très fort, il ne supporte pas la douleur. Je sais parce que je l'ai accompagné dans le suivi de sa fracture et rien que de rentrer à l'hôpital, il criait déjà. Donc, il a crié très fort. Personne n'était intervenu, ça va sans dire. Et les policiers qui étaient à l'entrée de la pièce regardaient, ne sont pas intervenus. Et quand il a eu terminé de crier et qu'ils ont eu terminé de lui casser le doigt, les policiers sont rentrés dans la pièce et lui ont demandé de signer un papier. Et il a dit, je ne peux pas signer, vous avez vu, ils m'ont cassé la main. Et le policier l'a attrapé l'autre main, il lui a dit, si tu continues de parler, je te casse l'autre. Et ce sont des policiers belges. Alors c'est une fraction, ça j'en suis intimement persuadée, c'est une fraction, mais malheureusement, ils ont l'air d'avoir un peu la bride sur le cou. Et donc je pense que le fait d'avoir dépassé cette peur de l'étranger, le fait d'avoir commencé à identifier que c'était des êtres humains, hein, finalement c'est ça qu'on a fait, des êtres humains au même titre que nous, bien quand c'est des êtres humains au même titre que nous, il n'y a pas de raison que les droits ne soient pas les mêmes. Et donc on a commencé à accompagner c'est un peu les chroniques de l'aventurier de l'Arche perdue, quoi. On cherche à restaurer ces droits, mais c'est des démarches individuelles et qui peinent dans le contexte migratoire actuel, quoi, politique actuelle. Voilà, je me suis laissée un peu emporter, pardon. Je suis désolée. Moi, je voulais savoir comment l'arrivée massive des gars s'est passée dans le quartier avec les voisins. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez dû sensibiliser? Il y a eu des peurs qui sont exprimées? Il y a énormément de peurs, oui. Il n'y a pas eu d'arrivée massive. Hein. Ah, dans mon quartier à moi? Ah ben moi, j'habite à Louvain-la-Neuve. Alors, j'habite dans un environnement extrêmement... Il y a des environnements hostiles et puis il y a des environnements extrêmement bienveillants. Et donc, je suis dans un environnement extrêmement bienveillant. Donc, j'ai été victime d'une descente de police non fondée, enfin, d'une sorte de bavure policière il y a quelques mois. J'ai eu 5 combinés de flics à la maison qui sont rentrés sans mandat, sans mon autorisation, etc. Et tout mon entourage, tout mon voisinage s'est mobilisé en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc, j'avais en 15 minutes chrono, la presse était prévenue, il y avait un réseau de soutien qui s'était créé tout autour. Quand j'ai enfin réussi à sortir de chez moi, il y avait tous mes voisins qui étaient là. Donc moi, personnellement, je n'ai pas du tout rencontré de difficultés. Par contre, je suis administratrice de la plateforme de la région, et donc je m'occupe beaucoup des familles. Quand elles rencontrent des problèmes, elles peuvent venir chez moi. Et je connais énormément de familles qui le cachent même à leur famille.
Donc des gens qui le cachent à leur famille, qu'ils hébergent dans un contexte hostile. Et j'ai toute admiration pour la plateforme flamande, parce qu'ils sont dans un contexte beaucoup plus hostile, en tout cas qui se manifeste de manière plus hostile. C'est pas forcément qu'ils sont plus hostiles, mais ça se manifeste. La NVA est quand même fort présente. Et voilà. Alors, il y a plusieurs attitudes possibles, ceux qui le cachent parce qu'ils sont convaincus qu'ils veulent le faire et qu'ils vont prendre alors le point de vue individuel où j'aide ce gars-là et je n'en fais pas un combat, et puis ceux qui décident qu'à un moment héberger c'est magnifique, c'est fantastique, ça apporte beaucoup de choses, etc. Mais ça n'est pas suffisant dans le contexte actuel. Ça a été notre cas. À un moment, on s'est dit, on ne peut pas continuer à héberger sans dire ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler. Mais donc, dans les contextes familiaux et sociaux sont extrêmement différents. Il y a dans la plateforme, et ça c'est qui est remarquable, toutes les couleurs politiques, à part la NVA, j'imagine qu'ils n'ont pas trop d'hébergeurs, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Il y a souvent des conflits au sein des familles parce que les femmes sont beaucoup plus actives. Pour quelles raisons, j'en sais rien. Mais ce sont les femmes qui sont les plus moteurs de cette affaire. C'est à peu près 75% de femmes qui hébergent. Il y a énormément de femmes seules qui hébergent. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui s'opposent à leur compagnon. Où le compagnon accepte bon gré, mal gré, parce que ce que femme veut, homme, machin. Mais d'ailleurs, mes gars me disaient beaucoup au début qu'ils ne comprenaient pas pourquoi en Belgique, ils trouvaient que c'était vraiment étonnant parce que les femmes souriaient tout le temps et les hommes râlaient tout le temps. Mais en fait, c'était uniquement lié à la circonstance de leur arrivée dans la famille qui faisait que la femme était dans l'accueil et la chaleur et tout ça, et tandis que l'homme gardait les limites et la sécurité du foyer et donc affichait un visage qui n'était pas forcément malveillant, hein, mais qui était un visage d'austérité et de sécurité, quoi. Donc voilà, je ne suis pas sûre que j'ai répondu à la question. Si je ne me trompe, il y a eu un procès, je ne saurais plus dire dans quelle ville, où finalement la justice a donné une réponse qui peut-être sécurisait les familles d'accueil. On attend le jugement, hein. On n'a pas encore le jugement, donc je ne suis pas juriste, moi je suis juste qu'une famille, hein, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais donc en gros il y a eu un premier des chefs d'inculpation qui ont été une enquête qui était, ils ont eu des chefs d'inculpation assez élevés, hein, donc je pense qu'il y avait association de criminels et traite d'êtres humains, quelque chose comme ça, ou peut-être trafic, je ne sais pas. Enfin au-dessus en tout cas il y a terrorisme, ça c'est sûr. Et alors après ils ont déplacé le procès, heureusement donc ils ont réussi à déplacer le procès sur à Bruxelles, donc en langue parce que tous les inculpés étaient francophones, et donc le réquisitoire qui a été mené était admirable. Enfin, je veux dire, tout le monde a été heureux et soulagé d'entendre voilà les débats, mais on attend le jugement aujourd'hui. Alors donc ça a été mené de manière très ça donne un cadre en fait finalement, hein, parce qu'à héberger des gens qui sont sans papier, qui conduisent des actes illégaux, hein, il faut quand même le dire, hein, donc quand ils sont sur les parkings, ils fracturent des camions, ils violent la propriété privée sur le port de Zeebrugge, enfin ils font des choses illégales, et donc à héberger on prend parfois des risques sans le savoir, parce que les familles elles sont menées par leur grand cœur, et ça les mène loin, hein, leur grand cœur, et ça les mène parfois loin effectivement, donc il y a tout un nombre de balises qui doivent être tout le temps répétées. Donc, en gros, il y a 3 tabous, 3 choses que les familles ne doivent pas faire. C'est l'argent, la téléphonie et les parkings. Voilà. Mais c'est vrai que le procès à Bruxelles a quand même mis des balises, enfin on espère, a mis un cadre qui ne criminalise pas la solidarité. Il a sécurisé en partie les familles. Mais d'autre part, votre témoignage par rapport au comportement des forces de l'ordre par rapport à tous ces migrants me font craindre un retour du nazisme. Ah, oui. Je pense qu'on en a un peu tous là, mais... Voilà. Je suis vraiment navrée, mais il faut que j'y aille. Moi, j'avais une question par rapport aux réseaux sociaux pour Monsieur au milieu. Désolée, j'ai oublié votre prénom et l'association. Pardon. Tout ce qu'on lit dans les commentaires autour d'articles de la presse, etc., dans les commentaires qu'on peut lire et qui sont parfois fort hargneux, remplis de haine, etc., je me demandais quelle
quelle marge de manœuvre on avait vis-à-vis de ces commentaires, puisque vous disiez que c'était interdit, prohibé, et qu'on voit beaucoup d'incitations à la haine ou même de commentaires vraiment très désagréables. Et donc, je me demandais quelle était ma marge de manœuvre vis-à-vis de ces gens-là. Voilà. Alors, la question de la cyberhaine, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur la toile, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas un droit particulier, des choses qui sont autorisées d'un côté et qui ne le sont pas de l'autre. Alors, la question des réseaux sociaux est un véritable défi. C'est aussi une opportunité parce que le développement de la communication permet aussi des solidarités. Je pense que si la plateforme citoyenne se met en place, c'est grâce aux réseaux sociaux, à ces mécanismes-là. Donc il ne faut pas nécessairement tout vouer aux gémonies. Alors, si c'est des choses qui vous intéressent, on a développé toute une série de conseils que vous trouverez sur notre site. Comment réagir à la haine sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc vous allez sur cyberhaine et vous trouvez... La première chose, c'est que les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les forums de discussion, etc., c'est une forme de communication horizontale, c'est-à-dire que c'est les citoyens entre eux, les internautes entre eux, etc. Et donc la première réaction que nous conseillons de faire, c'est de réagir comme citoyen et de dire « non, je ne suis pas d'accord avec ça, ce que vous dites là, je ne l'admets pas ». Et donc, c'est d'inciter, plutôt que de faire appel à la police, d'appeler UNIA, d'appeler, etc., c'est de réagir soi-même, directement vis-à-vis des interlocuteurs, ou éventuellement de faire appel à des modérateurs. Sur les forums de discussion qui sont dans les médias, des journaux, etc., il y a des modérateurs, ils ont une responsabilité. Il y a souvent des règles de participation et des propos qui sont contraires à ces règles de participation à ces forums, qui ne sont même pas nécessairement des infractions à la loi. Souvent, les règles de participation sont plus restrictives. Et donc, c'est de faire appel et de pointer et de taguer les choses en disant « non, ça je ne peux pas, il faut retirer ». Donc, ça, c'est la première étape. Quand on parle des grands réseaux, Twitter, Facebook, etc., on a connu une évolution manifeste au cours des dernières années. Et le moment de basculement, ça a été les attentats qui ont été commis à Paris d'une part et puis en Belgique d'autre part. À savoir que pendant très longtemps, Facebook, Twitter, YouTube appliquaient les principes et la législation américaine où la liberté d'expression est beaucoup plus large sur certaines choses. Pas sur tout, mais en tout cas sur certaines choses et sur les discours de haine. Et donc disant, ben non, nous, on applique nos propres règles, etc. Ce qui sont en général, dans les pays européens, des infractions. Et donc, ils étaient très forts. On avait beau, nous, envoyer des signalements, on devait motiver sur les raisons pour lesquelles ce type de propos, et on avait très peu de réponses. On avait éventuellement une adresse en Irlande, à Dublin, mais très peu de contacts. Alors, il y a eu un basculement qui s'explique par plusieurs effets. D'une part, les pays européens et l'Union européenne a commencé à montrer des dents. Et donc, il y a eu une menace au niveau de l'Union européenne d'adopter une législation visant à contrôler les réseaux sociaux. Et là, ils se sont dit, attention, au lieu de se faire contrôler par une législation extérieure, ils ont adopté un code de conduite. Et ce code de conduite est mis en œuvre au niveau européen et la Commission européenne met régulièrement en fonctionnement un système de monitoring. Il y a un quatrième système de monitoring qui va être mis en place dans les semaines qui viennent et pendant X temps, partout dans les pays européens, on va vérifier, collecter ces discours-là et de demander le retrait de ce type de propos et de voir ce que ça donne. Et on voit qu'entre le premier exercice, le deuxième et le troisième, le taux de retrait est en train d'augmenter de manière considérable. Ces gros opérateurs ont engagé des dizaines ou des centaines de personnes qui sont chargées de vérifier et de répondre à ce type de demande. Alors, vous pouvez le faire comme internaute, et il y a dans différents pays européens ce qu'on appelle les trusted partners, donc des partenaires. Et nous sommes, pour la Belgique, vis-à-vis de Twitter et Facebook, un trusted partner. Ça veut dire que, pratiquement automatiquement, si nous faisons un signalement, le propos va être retiré. Ce qui
nous donne une responsabilité beaucoup plus importante que par le passé. Parce que par le passé, on devait, quand on s'adressait à eux, motiver, justifier, faire état de la législation, de la jurisprudence, etc. Maintenant, il suffit qu'on le fasse, c'est retiré tout de suite. Et ça nous pose une question de principe, ça nous pose presque une question éthique, c'est qu'on a tout d'un coup un pouvoir de fait de réguler des choses sans qu'il y ait aucun contrôle sur ce qu'on fait. Et donc on pourrait commencer à réguler des choses qui se passent. Et la question s'est particulièrement posée dans le cadre des élections communales, où il y a eu beaucoup d'activités. Et à un certain moment, on s'est dit, mais quel va être notre rôle de ne pas fausser le débat électoral et le débat démocratique avec des propos qui... Et donc nous-mêmes, on est en train de se mettre des balises pour éviter de tomber dans ce piège-là. Mais ça va plus loin. Alors moi, je ne suis pas très très actif sur les réseaux sociaux, très très peu. Mais par contre, ma collègue, on a une codirection. Donc j'ai une collègue néerlandophone. Donc il y a une double parité, c'est homme-femme, francophone, néerlandophone. Moi, je suis l'homme francophone, elle est la femme néerlandophone. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Et elle avait l'habitude aussi, comme personne privée, de faire des signalements à Twitter et YouTube, etc. Et il se fait qu'elle était repérée comme étant la directrice d'UNIA, et donc, dès qu'elle faisait un signalement, c'était tout de suite retiré, à titre personnel. Et donc, ça veut dire que les algorithmes qui existent, etc., font qu'elle est détectée comme, et donc, eux vont faire une réduction de risque, et donc, elle est aussi beaucoup plus prudente dans les signalements qu'elle fait, parce qu'elle n'est plus une monsieur ou madame tout le monde, elle est repérée comme étant la directrice d'UNIA. Et puis, dans les cas les plus graves, on peut aller en justice. Alors, nous allons en justice dans 2 cas, dans 2 situations, quand on constate et on voit qu'il y a de la forme de haine organisée, du racisme ou de l'homophobie organisée. Il y a des groupes qui utilisent les réseaux sociaux et qui, de manière proactive, vont utiliser ce type de réseau-là pour provoquer de la haine. On a eu le cas avec la Vlaamse Verdediging Liga, qui est un groupe extrémiste flamand, qui lançait des forums de discussion sur Facebook qui étaient totalement orientés. Et là, on a pu voir que ce n'était pas simplement un monsieur ou une madame tout le monde, etc. C'était vraiment des gens qui structuraient une pensée de haine organisée. L'autre situation dans laquelle on va, c'est quand on utilise les réseaux sociaux pour viser une personne individuelle, pour faire du harcèlement. Il y a eu le cas, par exemple, sur Twitter, et c'était la première condamnation sur Twitter, où il y avait une blogueuse en Flandre qui était très active, très engagée dans le mouvement pour défendre le droit des musulmans, etc. Elle était complètement stigmatisée, et à un certain moment, il y a quelqu'un qui, sur Twitter, a mis une photo de sa maison, son adresse, en disant « voilà, allez chez elle », etc. Et donc là, il y a quelqu'un qui est directement menacé, on va en justice, condamnation. Le troisième cas dans lequel on va en justice dans ce type de forum de discussion, c'est quand il y a des personnes qui occupent une fonction d'autorité, comme des policiers par exemple, qui se prévalent de leur fonction de policier, d'officier de police, et qui, même sur leur compte privé, utilisent ce type de propos, et on se dit, voilà, ça c'est une fonction d'exemple. Je ne parle pas des politiques, parce que les politiques, on en connaît qui sont très actifs, etc. Il y a des questions d'immunité qui se posent, etc. Et donc, voilà. Et donc ça, c'est une gradation qui est possible, mais la première réaction, c'est une réaction individuelle, et on appelle aux citoyens de réagir eux-mêmes pour s'indigner. Et puis, il y a seulement de mettre fin, hein, parce qu'il y a des professionnels, des engagés, qui ne sont là que pour diffuser de la haine, et ça ne sert à rien de rentrer en discussion avec eux. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on réagisse, et la meilleure réaction, c'est de les ignorer et de les supprimer de ces groupes. J'ai juste une toute petite question pour Olivier. Tu expliquais que vous étiez 6 employés au sein de la Rainbow House, mais au niveau de vos volontaires, vous avez beaucoup de volontaires dans votre assos? On a un groupe de 300 volontaires, Oui. Mais en pratique, on en utilise 40. Je ne peux pas parler comme ça, mais en pratique, oui. Il y a environ 40 personnes qui sont actives autour de l'association. Ok. Et alors, j'avais encore une autre toute petite question. Tu expliquais que vous alliez faire des formations dans des centres de demandeurs d'asile. Oui. Et tu donnais le cas avec le Syrien qui est homosexuel et qui doit dormir dans un dortoir avec d'autres Syriens qui ne le sont pas. Et tu disais que vous alliez donner des formations dans ces centres pour sensibiliser justement à toutes ces questions-là.
mais t'expliquais aussi à un moment, et enfin voilà, que nos préjugés, enfin nos stéréotypes étaient construits, se construisaient étaient influencés par notre famille, notre éducation, notre niveau de classe, etc., etc. Mais comment est-ce que vous faites alors vous quand vous allez donner des formations dans des centres de demandeurs d'asile à des Syriens qui ont tout leur vécu, leur passé, leur religion, leurs croyances, etc., pour essayer de les sensibiliser à une thématique? Enfin, ça doit être très compliqué, je pense, en je ne sais pas combien de temps vous avez, une journée, pour... j'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce que vous leur dites. Voilà, je sais pas. Alors, ça paraît... c'est pas une journée, c'est 2 heures, et c'est un projet qui n'existe pas encore, mais qui va sûrement avoir lieu. Et on a déjà travaillé de toute façon avec des populations semblables. On a déjà été au parc Maximilien, par exemple, et en fait, c'est plutôt de l'animation et du débroussaillage de situations plutôt qu'une formation en tant que telle, parce qu'on parle de très très loin, et donc le but, ce qu'on veut atteindre, c'est qu'ils aient un comportement plus ou moins respectueux avec leurs concitoyens LGBT. Donc si on atteint ça, on est déjà super content. C'est des familles qui sont éduquées en effet dans une homophobie très très importante, médiatique, parce qu'on parle des médias en Belgique, les médias dans ce genre de pays sont extrêmement homophobes, et avec une instrumentalisation de la religion, alors que la religion n'est pas en soi homophobe, mais une utilisation de la religion à des fins homophobes et racistes et sexistes d'ailleurs, et aussi une instrumentalisation politique très importante, comme ça a lieu pour l'instant en Russie, comme ça a lieu en Iran, comme ça a lieu en Tchétchénie, où on dit on n'est pas des homosexuels parce qu'on n'est pas occidental, et donc c'est un truc d'occidental, alors qu'il y a exactement le même nombre d'homosexuels partout dans le monde. Et il y en a autant en Tchétchénie qu'ici. Et d'ailleurs, nous, on s'occupe de réfugiés tchétchènes et iraniens et d'autres régions de Russie et d'autres pays quand ce genre de propos ont lieu. Et donc, il y a vraiment une éducation à la haine de l'homosexuel. Et l'homosexuel est un bouc émissaire. Il y a, le mari de ma mère est camerounais. Au Cameroun, on raconte des homosexuels qui sont alliés avec les francs-maçons, les juifs et les... j'ai oublié, même une secte, j'ai même oublié le nom. Mais les francs-maçons, les juifs et les zoroastriens, je ne sais plus, qui vont mener le pouvoir et avoir tout l'argent au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de juifs au Cameroun, et il n'y a pas beaucoup de francs-maçons non plus, et il y a des homosexuels comme partout. Mais donc, c'est une espèce de croyance complètement folle qui pense que les homosexuels sont au pouvoir, font partie du pouvoir, sont les agents de l'État américain, ce genre de choses sont dites. Dans les cartels colombiens ou vénézuéliens de drogue, on dit que les homosexuels ne peuvent pas participer à ces cartels-là parce qu'ils sont des agents secrets des Américains, parce qu'ils sont homosexuels, et donc du coup, ils vont... voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont dites complètement hallucinantes. Et donc du coup, quand on reçoit les gens qui ne sont pas eux-mêmes LGBT, eh ben, on va devoir démanteler ce genre de choses et on peut passer à des situations de confrontation quand ils sont vraiment prêts entre une personne hétéro et une personne homo du même pays. Si la personne homosexuelle, évidemment, accepte, etc., est formée pour réagir, et on peut les faire se rencontrer. On a déjà invité des personnes camerounaises. Les Camerounais, c'est le plus gros groupe de personnes demandeuses d'asile en Belgique pour homosexualité. 50% des gens, c'est des Camerounais. Et donc, on les a déjà confrontés comme ça des gens pour qu'ils se rencontrent et qu'ils réalisent qu'ils sont de la même région, qu'ils sont du même pays. Mais ça prend beaucoup de temps, et le plus important, encore une fois, c'est de ne pas aimer, parce qu'on ne peut jamais tout aimer, et je crois qu'on ne peut jamais être totalement ouvert sur tout, c'est de respecter son concitoyen, et puis aussi savoir qu'il y a des lois en Belgique, et qu'en fait, les lois belges s'appliquent à tout le monde, et qu'on ne peut pas agresser, frapper, discriminer, injurier, etc., une personne homosexuelle ou trans. Et que cette loi-là, elle aurait bénéfique aussi, parce qu'on ne peut pas le faire non plus contre une personne parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est musulmane, etc. Donc le seul but qu'on va atteindre, c'est de vivre ensemble. Mais honnêtement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens, même s'ils sont souvent beaucoup plus violents que leurs concitoyens qu'avec nous, les personnes peuvent complètement évoluer facilement sur ces questions-là. Nous, on est des femmes voilées, mamans qui viennent avec leur enfant à la Rainbow House, par exemple, parce qu'il dit mon enfant a un souci et il est homosexuel, il a des comportements bizarres, et en fait, au fur et à mesure, on lui apprend que son enfant est complètement normal et qu'il est né comme ça et qu'il ne pourra rien y changer. Et au fur et à mesure, les gens s'adaptent. Parfois, ça résiste, hein, mais on a des beaux résultats en général. Bon, la question, c'est à monsieur. Voilà, c'est une expérience d'un cas pratique. Quand des étrangers arrivent au CGRA, on les met dans un rôle linguistique. Et même après, par exemple, 3 ans, ils ont été mis dans le rôle linguistique néerlandophone.
Les tribunaux néerlandophones étant plus stricts, ils ont été refusés. Ils reviennent, ils demandent une demande d'asile, et le CGRA les oblige à rester dans le rôle linguistique néerlandophone, alors qu'entre-temps, ils ont appris le français. Et alors, je pose la question, est-ce qu'en justice, même monsieur et madame tout le monde n'a pas le droit de la langue? Alors, c'est vrai que c'est une règle qui a été imposée, mais il y a, je pense, un peu plus de 10 ans. Parce qu'effectivement, il y avait un déséquilibre, et notamment dans le monde, de manière globale, le français est plus parlé que le néerlandais. Et donc, il y avait une proportion plus grande de demandeurs d'asile qui venaient et qui connaissaient, soit qu'ils étaient francophones, soit qu'ils avaient appris ou qui connaissaient un peu ou beaucoup de français. Et donc, ça posait une question de gestion du flux. Et nous savons, et ça ce sont nos singularités belges, que toute administration, quelle qu'elle soit, est fixée dans un cadre linguistique donné. Et donc on se retrouvait avec un déséquilibre entre des procédures en français et en néerlandais. Donc je pense que la loi a été adoptée, si j'ai bon souvenir, il y a une dizaine d'années, qui fixait que quelqu'un qui vient faire une demande d'asile en Belgique n'a plus le choix, effectivement, de la langue de la procédure. Je n'ai pas connaissance, je ne suis pas un spécialiste de l'asile, je n'ai pas connaissance, mais peut-être qu'il y en a eu, de recours qui ont été introduits contre cette affectation d'une langue ou d'une autre. En fait, oui. On a quand même le droit de choisir la langue dans laquelle on veut. Mais il y a là une exception liée à la demande d'asile, et donc on sait que toutes les législations qui concernent les étrangers et l'asile en particulier sont des législations qui ne sont pas avec des réglementations et des procédures qui correspondent aux procédures ordinaires. Le délai de recours au Conseil d'État, par exemple, est beaucoup plus court dans le cadre d'une procédure d'asile que le délai de recours ordinaire au Conseil d'État. Donc tous les délais ont été réduits. Et donc là, il y a une législation d'exception. Alors il y a des recours qui sont introduits devant la Cour constitutionnelle dans toute une série d'hypothèses qui va estimer est-ce que oui ou non cette législation est discriminatoire. Il y a eu une grosse déception de la part de tous les acteurs, avocats, mouvements et organisations qui s'occupent du droit des étrangers, parce qu'il y a eu une restriction dans la législation sur le regroupement familial. Et il y a eu ce qu'on a appelé la discrimination à rebours, parce que comme on se trouve dans un pays et dans l'Union européenne, il y a des droits qui sont reconnus aux ressortissants européens qui viennent vivre en Belgique. Et au jour d'aujourd'hui, pour le regroupement familial, il est plus facile pour un Français qui vit en Belgique de faire venir quelqu'un de sa famille que pour un Belge qui vit en Belgique. Et donc c'est la discrimination à rebours. La législation a été adoptée explicitement pour visant les, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, les nouveaux Belges. Parce que forcément, ce sont les personnes belges, mais qui ont une ascendance étrangère, qui pouvaient faire venir, dans le cadre du regroupement familial, leurs parents, au premier degré. Et donc, cette législation a été adoptée. Il y a eu un recours en disant, mais voilà, les Belges sont discriminés par rapport aux ressortissants européens qui se trouvent dans la même situation. Et la Cour constitutionnelle a validé la loi et a estimé qu'elle n'était pas discriminatoire au sens de la Constitution. Ce qui était... Et ça arrive souvent en droit des étrangers qu'il y a comme ça des mesures, des législations d'exception qui sont prises. Alors parfois il y a des dispositifs qui sont effectivement annulés par la Cour constitutionnelle et puis d'autres lois qui sont reprises. Ceci dit, je vais juste rajouter par rapport à ça, il y a
En fait, c'est le seul endroit où Theo Franken, pour ne pas le citer, le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, a un pouvoir, c'est sur l'Office des étrangers, pas sur le CGRA. Donc c'est l'Office des étrangers qui fait ça. Donc là, cette semaine, Theo Franken a fermé l'Office des étrangers pendant toute une matinée parce qu'il y a une espèce de dispute entre demandeurs d'asile. Et en général, il réduit le nombre de guichets, et réduit le nombre de travailleurs, et réduit le nombre de centres, et réduit le nombre de travailleurs dans les centres pour que la situation soit chaotique. Pour l'instant, les centres sont remplis à 115% en Belgique. Et donc, il y a Fait d'Asile et Croix-Rouge et les autres centres, les initiatives locales d'accueil, etc., qui dépendent du système gouvernemental. Mais après, le CGRA est indépendant. Le CGRA, il y a à boire et à manger, honnêtement. Il y a des gens très, très chouettes et des gens vraiment très problématiques. Et si c'est refusé, alors on va au Conseil du contentieux des étrangers. Et là, vous avez raison de dire que quand c'est moi, je vais au CGRA et au Conseil du contentieux. Et quand c'est en néerlandais, vous avez beaucoup moins de chances, en effet, d'être reconnu réfugié que quand c'est en français, ce qui est un énorme problème. Mais ceci dit, jusqu'à présent, les personnes francophones avec qui je travaille, donc sénégalaises, burundaises, togolaises, congolaises, guinéennes, marocaines, etc., en général, ont des procédures en français et on réserve les procédures en néerlandais aux Afghans, aux Syriens, aux personnes qui, voilà. Le cas, c'est